Il fut un temps où, dans le monde d'avant, les comics sortaient chaque mois et avec eux des adaptations en découlaient. Il fut un temps où deux bonhommes avaient décidé d'en parler sur les ondes d'un podcast. Mais ce temps est désormais révolu, mais grâce à la magie. Nous allons remonter dans le temps et vous proposer, dans nos archives, une émission qui avait été enregistrée en décembre 2020. Mon Dieu. Vous écoutez First Print, bienvenue. Voilà, nous sommes en décembre 2020. On ne se doute pas que peut-être la fin du monde arrivera et qu'il faudra bientôt se baser sur des archives pour écouter nos podcasts du futur, mais dans le passé. Avec c'est incroyable. Il sera encore là. Exactement. C'est incroyable vraiment tout ce qui se passe dans ce podcast en cette fin d'année. Vous pensiez avoir tout vu, tout entendu. Eh bien non, vous êtes encore bien loin d'avoir tout entendu. Bienvenue dans ce nouveau... J'émissionne, salut. Bienvenue, t'as jamais été employé, alors tu peux pas démissionner. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Page, votre revue d'actualité pour parler de ce qui se passe dans la sphère des comics et des adaptations. Je suis Arnaud Kikou, votre animateur préféré, et nous avons également Corentin avec nous. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. C'est incroyable, bah voilà, c'est une des dernières émissions de l'année 2020, puisque, enfin, je crois que c'est même le dernier Front Page qu'on enregistrera en 2020, puisque, a priori, alors sauf si on se le fait à distance le 31 décembre parce qu'on a vraiment rien d'autre à foutre, Corentin, mais peut-être, je sais pas, on verra, on ne sait pas comment le programme se déroulera, mais c'est peut-être l'un des derniers front page de l'année, et pour aborder le reste de l'actualité du mois de décembre, peut-être qu'on sera déjà en train d'enregistrer en 2021. Bref, l'ambiance est à la joie, à la fête, à l'allégresse, bien entendu, puisque c'est une année très sympathique qui nous a été offerte. Mais plutôt que de nous appesantir dessus, revenons juste un petit peu sur, grosso modo, les 10 derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh ben, il s'est passé pas mal de trucs. C'est pour ça que sans plus tarder, sans faire aucune transition et sans rajouter un générique improvisé au hasard, nous allons vous parler de DC Comics, encore eux, puisque l'éditeur américain a officialisé le nom de son grand relaunch de mars 2021. On s'attendait à ce qu'il y ait une opération de la sorte, puisque l'éditeur nous avait déjà annoncé que pour les mois de janvier et février, ils allaient proposer ce qu'ils appellent un event en 2 mois qui s'appelle le DC Future State. L'idée, c'est de proposer une sorte de parenthèse dans le futur de DC Comics, et ce à différents intervalles, puisque toutes les séries qui seront proposées ne se déroulent pas à la même époque dans le futur, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui se passent 2 ans, 5 ans, 6 ans dans le futur, mais par exemple un titre comme le Swamp Thing de Ramvi se déroule 4000 ans dans le futur, je crois, ou plusieurs siècles. Donc vous l'aurez compris, cette parenthèse n'était pas juste transitoire, puisque tout au long des 10 derniers jours, DC Comics a fait savoir quelles seront les équipes créatives qui seront en train d'officier sur leur nouvelle publication au courant du mois de mars. Et ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y a pas mal d'équipes créatives en fait qui officient pendant Future State, qui vont revenir après sur des titres, notamment justement Ramvi sur Swamp Thing. Et en fait, c'est parce que Future State est un événement qui doit compter. C'est l'éditeur Ben Abernathy qui l'a dit en interview. Il a dit ce n'est pas un throwaway event. C'est-à-dire que c'est pas juste comme nous on le pensait peut-être à tort. D'ailleurs, c'est pas comme un Future's End ou un Villain Months, un truc que voilà on fait que pendant 1 mois ou 2 et qu'après on oublie. C'est quelque chose qui est plutôt censé s'établir dans la durée, avec notamment un les futur. Macarons. Notamment les macarons, tout à fait. Oui. Et quand Corentin est en train de plagier mes blagues, voilà, j'ai envie de dire, on appelle comment il s'appelle le mec qui monte les plagieurs, c'est Copy Comics. Voilà, on appelle Copy Comics pour signaler pour Copy Comics, voilà, Copy Comics, c'est... Oui, c'est sûr. Copy Comics, donc pour signaler Corentin qui plagie le grand Arnaud Rigolo. Mais donc ce que je voulais dire, c'était que la fin de Death Metal et Future State sont là un petit peu pour installer un nouveau multivers, un reborn multiverse dans la langue originale. Et ça se passera donc avec cette opération de relaunch qui s'appelle DC Infinite Frontier, avec un visuel qui a été dévoilé de Dan Jurgens et Michael Ranin, qui rappelle largement la couverture de The New Frontier de Darwin Cook, qui rappelle aussi du coup même dans son intitulé Infinite Frontier, New Frontier. On est là pour un peu étendre les perspectives de continuité, pour étendre les perspectives du multivers avec des, voilà, on a vu sur ce visuel notamment par exemple le Calvin Ellis, donc le Superman de Terre 23,
23, le Superman noir de Terre 23 qui avait été implémenté par Grant Morrison. On voit que Wonder Woman se situe sur un autre pan terrestre, elle est ce qu'on appelle dans la God Sphere, donc on n'a pas trop idée de ce que c'est, mais voilà, il y avait déjà eu pas mal de bruit en ce sens, mais grosso modo, le plan pour mars 2021, c'est donc d'avoir un emblée de publication qui ne se déroule pas forcément tout au même moment, puisque certaines vont en fait présenter des événements qui se déroulent avant Future State, tandis que d'autres vont se dérouler après, c'est-à-dire que voilà, on ne sera pas tout le temps dans la même continuité présente. Les équipes vont être un petit peu plus libres de raconter leurs histoires et de faire intervenir l'un ou l'autre allié, l'un ou l'autre super vilain, sans devoir forcément rendre des comptes à ce qui se passe dans un autre titre. Donc a priori, une bonne chose. Et alors, dans les compositions des équipes, dans les titres qui ont été annoncés, plusieurs surprises récentes, Corentin. Par exemple, Philip Kennedy Johnson qui sera en charge des titres Action Comics et Superman. Donc c'est lui qui va reprendre la chose après Brian Michael Bendis. Et Brian Michael Bendis avec David Marquez qui va s'occuper d'un nouveau titre Justice League à la composition un petit peu surprenante, puisque dedans on retrouve Naomi, la jeune super-héroïne qu'il a créée avec David F. Walker et Jamal Campbell, mais aussi Hippolyta plutôt que Wonder Woman, puisque Wonder Woman elle est justement sur un autre plan que la Terre, donc c'est sa mère qui sera dedans, et Black Adam qui se retrouve aussi dans la Justice League. Pourquoi pas. Alors dans la foulée, on a eu aussi l'annonce par exemple d'une mini-série sur le Crime Syndicate qui devrait être une nouvelle version un petit peu de cette équipe de super-vilains qui nous vient de la Terre 3, puisque les gens se souviennent que le Crime Syndicate s'était fait bousiller la gueule après Forever Evil et ensuite dans la Dark Side War. On se rappelle aussi qu'il y a une nouvelle version de ce Crime Syndicate qui était arrivée dans les pages de alors je sais plus si c'était Death Metal ou Hell Horizon, je crois que c'était Hell Horizon au début, et pareil il se faisait un petit peu casser la figure. Donc là on est sur le Infinite Frontier, un nouveau multivers, techniquement il y aura sûrement une nouvelle Terre 3, donc l'occasion de présenter une nouvelle version de cette équipe, en tout cas de lui bâtir une nouvelle origine. On a également une série ongoing pour The Joker qui a été annoncée, donc de Guillaume March et James Tynion Ford. Nous on avait parlé que ce serait pour Punchline, on s'était un petit peu trompé, c'était pour le Joker, mais on n'était pas complètement dans le faux, puisque il y aura une série backup de Mirka Andolfo sur Punchline, donc quelque part on avait un petit peu raison, ils ont juste pas eu assez les couilles de mettre Punchline en ongoing directement, et en même temps j'ai envie de dire c'est un petit peu du forcing ce personnage quand même. Tu seras peut-être d'accord avec moi Corentin. Oui. J'en finis un petit peu de cette longue présentation justement pour aborder ce concept de backup, puisque il y a quand même pas mal de dispositifs de publication qui changent chez DC Comics avec ce Infinite Frontier. C'est-à-dire que pour l'instant, le volume total des publications est réduit. On se retrouve qu'avec 34 single issues en tout et pour tout qui sont publiés, alors que DC Comics, il y a encore un an, c'était quasiment le double, c'était de 70 à 80, et il y avait déjà eu des réductions qui quelque part accompagnaient un petit peu les mouvements, on va dire, de licenciement chez la maison d'édition. La crise du coronavirus est passée par là. Ils se rendent peut-être compte qu'il y a d'autres façons de produire aussi, puisqu'il y avait encore pas mal de... Alors, ça avait certes été diminué aussi, mais pendant tout le Rebirth, il y avait beaucoup de titres qui avaient une publication bimensuelle également. Donc là, ce ne sera plus le cas. Tout passe en mensuel. Et justement, ils commencent à favoriser aussi ce genre de procédé qu'ils ont déjà un petit peu installé avec Future State, c'est-à-dire d'avoir plusieurs histoires dans un seul single issues. Donc là, grosso modo, on va avoir des séries en fait où les backups, ce sera en fait juste des versions un petit peu réduites, mais d'une autre série en particulier. C'est-à-dire que sur le Justice League de Brian Bendis, la Justice League Dark de Ramvi sera également de retour, mais présente en un backup d'une dizaine de pages. Et donc, grosso modo, on va se retrouver avec des single issues qui vont coûter un peu plus cher, qui seront à 4,99 au lieu des 3,99 habituels, et donc avec une pagination un peu plus augmentée. Donc, grosso modo, on sera sur... et on compte ça avec les pages de pub, mais grosso modo, c'est entre 25 et 30 pages pour la série régulière, entre 10 et 15 pages du coup pour le backup, histoire d'avoir ces deux histoires qui se déroulent en parallèle. Je crois que c'est un petit peu le tour d'horizon de tout ce qui a été annoncé ces dernières semaines. Des nouvelles équipes pour beaucoup de séries. Tom Tyler et Bruno Redondo, qui faisaient Suicide Squad juste avant et dont on vous avait dit pas mal de bien, reprennent le titre Nightwing, et ça c'est une bonne chose puisque Nightwing a souffert énormément ces 2 dernières années avec un passage Rick Grayson et l'écriture de Scott Lobdell qui était absolument désastreuse. Mais même sur le plan de vue même anthologie,
DC Comics un peu double downs là-dessus, puisqu'il y a une anthologie Batman Urban Legends qui a été annoncée, avec pas mal des équipes créatives déjà présentes sur des titres comme les Grifters, voilà, pour mettre le Redwood aussi au centre de cette anthologie, donc un ensemble de mini-publications pour éviter d'avoir 3 ongoings séparés, mais quand même essayer un petit peu d'attirer le chaland, et surtout aussi, alors c'est un petit peu à part, mais Superman Red and Blue, donc qui est vraiment le calqué de Batman Black and White, mais appliqué à l'homme d'acier. Donc on fera peut-être un aparté sur celui-là en particulier, mais grosso modo, donc voilà, toutes ces news, vous les avez rédigées de mes petites mains sur comicsblog.fr, donc pour plus de détails, fort bien rédigé. Vous pouvez, merci Corentin, vraiment trop gentil. Vous pouvez voilà aller consulter un petit peu juste dans la section actualité DC Comics tout simplement, et ça fait un petit peu suite aux détails des équipes créatives sur Detective Comics, sur Harley Quinn qu'on avait déjà détaillé dans le dernier front page. Et alors donc cette Infinite Frontier, c'est un peu notre focus pour démarrer ce front page. Qu'est-ce que ça t'inspire, Corentin? Corentin. Ouais, j'ai envie. D'accord. Ok Arnono. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? C'est vraiment assez compliqué de répondre à ça. Et comme d'habitude, il faudra en fait lire et se familiariser à ce nouveau modèle de publication. Évidemment. Puisque au-delà même de la qualité de chaque série, je ne doute pas qu'il y aura des qualités dans chaque série. Ça me paraît toujours un peu curieux. On en avait déjà parlé en fait. Ça me paraît toujours un peu curieux cette espèce de va-et-vient systématique entre on veut une continuité propre qui revienne aux bonnes vieilles valeurs de l'univers pré-Flashpoint. Et c'est un petit peu l'argument sur lequel avait été fondé le DC Rebirth. Ça et la recherche de l'optimisme et la recherche de retrouver des poncifs entre guillemets, enfin des valeurs très habituelles justement, de reformer des couples historiques, etc. Là en l'occurrence c'est vraiment l'éclatement de la continuité au sens strict, c'est-à-dire qu'en grosso modo il n'y a plus une temporalité. Je le vois pas forcément comme un éclatement, que plutôt de dire on n'impose pas aux gens de se situer tous dans un même moment présent pour éviter en fait les incohérences du fait que... C'est le problème en fait. Non mais je te coupe 2 secondes, mais par exemple... Tu m'as déjà coupé une fois là. Oui, mais par exemple tu pourras utiliser Bane dans Detective Comics. Arrête de parler. Non mais laisse-moi, c'est pas agréable pour les auditeurs et les auditrices. Tu peux utiliser Bane dans Detective Comics sans que Tom King vienne te dire non mais en fait je suis en train de le mettre dans City of Bane, tu vois. Mais c'est pas la question. C'est la question justement. Non, c'est pas la question. Les comics ont fait le choix de fonctionner avec une continuité qui a des qualités, des inconvénients. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est un peu une forme de lâcheté, justement, de renoncer à ça. Parce qu'en fait, ça ne leur a jamais posé problème, justement, ce don d'ubiquité de personnages. Je veux dire, on en a déjà parlé encore une fois, Batman, il est un peu à tous les endroits à la fois. Ça n'a pas gêné Tom King pour faire son volume. En définitive, même les métalleries n'ont pas gêné Tom King pour faire son volume. Il y avait déjà pas vraiment de continuité, sauf que là, la différence, c'est qu'on t'explique que, et c'est ça qui me fait peur, entre guillemets, enfin peur, peut-être un bien grand mot, mais comment tu fomentes des événements si presque même tes plus gros titres, il y a quand même des titres qui sont assez importants qui justement vont opérer dans une continuité un peu séparée, pour le coup, ou alors dans un plan d'univers un peu séparé, comme la God Sphere par exemple. Je suis assez curieux, tu vois, par exemple pour Wonder Woman et justement la surtout que là il y a une variante cover qui montre Wonder Woman avec un costume qui moi me fait vachement penser à celui de New Gods qu'elle avait dans l'animé de Bruce Timm là quand elle était justement Gods Among Us, Gods and Monsters, c'est ça, ouais. Mais il y a le spectre derrière, donc genre Wonder Woman serait la nouvelle incarnation du spectre, ou je sais pas. Très bien. Et en plus, du coup, tu me dis si je peux parler en fait. Non, dans le podcast. Je sais pas. Sinon, je t'écoute et je fais oui. Oui, tu comme ça. Ok, d'accord. Mais donc voilà, grosso modo, moi, c'est plus ça qui me chagrine un petit peu parce qu'effectivement, j'ai toujours été d'accord avec ces principes-là, chez Marvel, parce que Marvel a une continuité, certes, mais j'ai toujours eu du mal à voir comment elle se tenait, comment elle tenait debout. Là, en l'occurrence, DC Comics, c'est quand même les artisans justement d'une continuité qui est alors régie selon des règles. On peut contester ces règles, et justement l'idée du multivers va aussi leur servir un peu de camouflet pour dire ouais mais ça t'inquiète, ça c'est sur une autre terre, hein. Alors que les terres ont été cartographiées et tu peux pas juste dire non ça c'est une nouvelle terre, t'inquiète pas, elle existe en parallèle, alors qu'on sait très bien à quoi correspond chaque terre. Ça a été le projet de grands architectes comme Grant Morrison. Je trouve ça un peu facile. Vas-y. Mais pour te répondre là-dessus, spécifiquement, j'ai pas l'impression que ce soit le rôle. C'est un reborn multiverse d'ensemble où ils remettent les cartes sur table, mais là, le fait que tu aies justement Calvin Ellis qui est le Superman de Terre 23, ça veut dire qu'à mon avis, ils vont quand même pas déroger aux règles du multivers telles qu'elles ont été établies. Bah écoute, on va voir, mais en attendant, du coup, moi de base, effectivement, c'est vrai que c'est un point de vue que je peux très bien entendre. C'est plus facile de rentrer dans un univers qui n'a pas une continuité trop rigide, justement. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie des forces de DC Comics, et quelque part, ça me rend triste parce que là, on abandonne vraiment la vision de Geoff Johns, Grant Morrison de l'univers DC. Non, parce que Vision, c'est dans l'univers Marvel, du coup. Donc ça n'a rien à voir. Ça vaut le coup de me couper, du coup, là, en l'occurrence. Complètement. C'est la fin d'année, on est fatigué et tout ça. Mais grosso modo, voilà,
Geoff Johns et Grant Morrison qui ont été un petit peu les deux mecs qui ont construit des grandes sagas justement assez feuilletonnantes qui se basaient justement sur la relation avec d'autres thèmes, aussi avec les grands principes de l'univers DC. On voit que Death Metal a un peu fait tout péter en ramenant et de l'inédit et du vieux et du complètement barjot en gros pour dire qu'en fait on pouvait tout faire. Et je pense qu'au-delà même de la trame de Death Metal, la compréhension qui en a sorti pour les éditeurs, c'était en fait on fait ce qu'on veut, le lectorat peut suivre et la preuve ça se vend, donc autant entre guillemets ne pas s'embarrasser la tête avec ça. Et bah moi justement qui espérais que ce soit une crise entre guillemets, une vraie crisis, pas juste un death metal qui pourrait un peu remettre de l'ordre. Finalement l'ordre on va pas chercher à le remettre, on va juste laisser effectivement les auteurs s'exprimer. Ça peut être très bien, il y a plein de projets qui m'intéressent, mais voilà, du coup c'est un peu la fin d'une ère au sens strict, même si je ne doute pas que d'ici 2-3 ans, si ça marche pas, ils reviendront à un plus ancien modèle. Maintenant... Oui, parce qu'en plus tu sais ils mettent non mais parce qu'ils mettent Infinite Frontier sur leur cover et tout ça, et ça fait un peu le même effet que les New 52 oui, bah, ou les bandeaux Rebirth qui au final ont tout s'était abandonné. Marvel Legacy, tu vois. C'est des trucs. À quoi servir Marvel Legacy ? On peut se poser la question encore aujourd'hui, tu vois. Mais donc bref, après, je veux pas être négatif, il y a quand même un truc qui m'intéresse, par exemple la diminution du nombre de singles. Ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose à faire et j'aimerais que Marvel s'en inspire justement. Mais non. L'augmentation à $5, pareil, ça me va dans la mesure où tu peux avoir 2 titres en un. C'est un truc qui a vachement disparu des backups quelque part, tu vois, depuis quelques années. Oui, et après le truc c'est que même au lancement des New 52, quand Justice League avait des backups et tout ça, ça restait à $4. Donc là c'est quand même toujours cette tendance aussi vers l'augmentation. Après, de toute façon, on savait c'est usant, ça finit par être usant. Et on y va de plus en plus. Je veux dire, dans 10 ans, on paiera $5 pour le moindre comics de super-héros. Mais non, mais c'est pas possible. Putain. C'est pas moi qui décide, tu vois. Le lectorat n'augmente pas et donc quelque part, il faut quand même qu'eux ils génèrent une courbe de croissance. Bah, comme ils le font, tu vois, on en a déjà parlé par rapport aux chiffres. Augmenter le lectorat, augmenter pas les prix. Peut-être que ça a marché pour ce truc-là, tu vois. Mais je trouve ça, entre guillemets, et c'est là du coup le revers de la médaille, c'est que je trouve ça cool justement de se dire que c'est pas un event jetable. Pardon. Ouais, pour le coup, ouais. Et que quelque part, effectivement, cette augmentation de prix et cette diminution du nombre de singles permet d'avoir un marché qui va peut-être mieux respirer, qui va être plus sain, avec pas 2 gros mastodontes qui écrasent tout le monde. Je sais que c'est un peu illusoire, mais en tout cas, on peut se dire que le lecteur qui est peut-être curieux de voir au-delà, qui en a peut-être marre de Marvel, par exemple, des événements à la chaîne, pourra suivre un peu son DC et ses séries d'auteurs chez Marvel et allouer un budget autre dans l'indé, tu vois. Donc ça, c'est cool. Le dernier backup marquant qu'on avait eu, justement, c'était un peu Shazam, tu vois, de Geoff Johns. Justement, dans Justice League, Gary Frank, et qui était vraiment très agréable et qui avait été ensuite compilé en relié chez Urban. Donc ça n'empêche pas de faire des récits qui ont une trajectoire et tout, donc c'est cool. Moi, vraiment, j'ai assez hâte, justement, de découvrir ce nouveau mode de lecture. Après, le point de vue anthologique me plaît aussi. Et là, justement, c'est une inflexion qui vient aussi de Black and White quelque part, c'est que à la fois ça peut être frustrant d'avoir des histoires courtes si celles-ci ne se valent pas toutes, c'est toujours un peu le piège de l'anthologie en fait, c'est que tu peux pas être bon, mais c'est un truc justement en France qu'on connaît bien. Tu vois, les kiosques, en fait, les kiosques, c'est plusieurs séries. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils adaptent un petit peu. Exactement, et c'est un truc qui est vieux comme le monde dans les comics de super-héros. C'est à une époque, t'avais All-Star, machin, etc., ou l'American Comics, où t'avais Supergirl, Superman, bidule. Ouais, tout à fait. Donc là, je trouve ça super cool que ça revienne, parce que justement, ça peut être l'occasion de découvrir de nouveaux personnages, ou de nouvelles équipes créatives, avec un titre flagship qui va un peu attirer le chaland, mais comme les Giants, tu vois, et insérer des trucs plus rares, ou plus risqués, et tout. Donc dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Les équipes créatives, bon, c'est toujours pareil, c'est un petit peu au petit bonheur de la chance. C'est quand même assez quali dans l'ensemble, je trouve. Bah, au niveau scénario, je sais pas, j'ai encore du mal à isoler un peu le truc qui va me tenir accroché. Johnson, il est sympa, mais bon, voilà. Vas-y, tu veux... Non, je veux dire que justement, non, tu mentionnais juste Geoff Johns avant, mais il revient du coup pour faire... Oui, tout à fait, en tout cas, parce que Infinite Frontier démarrera comme l'avait fait un petit peu Rebirth en son temps, avec un one-shot, donc là qui s'appellera DC Infinite Frontier 0, mais à la différence du DC Universe Rebirth qui était entièrement scénarisé par Geoff Johns, là en fait ce sera plein de petites histoires faites par différentes équipes créatives et qui sont des histoires qui serviront surtout à introduire les nouvelles séries qui arrivent dans la foulée pendant le mois de mars. Mais parmi... Comme l'incoming de Marvel. Un petit peu, voilà, faut plus le rapprocher effectivement de ça, mais à la différence qu'il y a certains, qu'il y aura une histoire de Geoff Johns sur Stargirl, qui est un de ses personnages fétiches, et d'ailleurs il est showrunner de la série qui est diffusée sur la CW, et par contre il n'y a pas encore eu de série Stargirl qui est annoncée, donc on imagine qu'il y aura quand même un petit peu plus de titres qui s'ajouteront sur le mois d'avril en suivant, comme on s'attend à ce que par exemple Calvin Ellis sépare peut-être sa propre mini-série ou sa propre ongoing. Tout à fait, ouais. Et je trouve ça cool justement
le traitement qui est accordé, bon déjà Calvin Ellis, bon on va pas se mentir, c'est aussi pour avoir justement davantage de personnages de couleur dans la Justice League. La formation, comme tu dis, elle est assez curieuse. On peut voir les connexions qui se font avec le cinéma ou l'envie justement de mettre en avant des idéaux plus progressistes. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Encore une fois, vraiment, j'ai une interrogation par rapport à Wonder Woman, puisqu'on voit qu'elle a été quand même bien traitée par DC Comics récemment. Enfin, pas forcément sur le plan de mais genre, mettre Tamaki et Ranin, c'était quand même un move assez ambitieux. Clunan, c'est aussi une très grande autrice. Elle a été l'héroïne de Death Metal et de Dead Earth. Là, justement, on ramène Hippolyta. On sait qu'il y a un volume qui se prépare avec Jiménez sur ce personnage-là, si un jour il veut bien sortir. Il y a la Wonder Girl de Joel Jones. Donc, quelque part, il y a quand même du mouvement chez les Amazones, tu vois, c'est un pôle qui m'intéresse. Bon, Harley, je trouve que c'est toujours un peu pareil, ça va probablement dépendre de ce qu'ils comptent en faire, parce que les équipes créatives sont assez intéressantes, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à m'exciter compte tenu de l'historique du personnage. Le Swamp Thing, pareil, dans 4 millions dans le futur, c'est assez inédit, tu vois. Le Swamp Thing a rarement été un personnage futuriste, on l'entreaperçoit dans Last Night on Earth, mais généralement, il est quand même cantonné à une vision dans le bayou et tout. Ça peut être original, j'ai toutefois un ramvé pour faire un truc correct. Donc en fait, si tu veux, je dirais pas que je suis hypé, mais quand même, finalement, par rapport aux annonces de ces derniers mois, au débat qu'on avait déjà eu, je trouve quand même que c'est raisonnable, on va dire. Tu vois, il y a quand même du lourd, au moins au niveau dessin. Il y a des prises de parti éditoriales qui sont, sinon intéressantes, au moins originales. Maintenant, voilà, il faut réapprendre à lire du DC Comics autrement. Ouais, vois, et puis même sur les équipes créatives, le fait que, alors bon, il y a plein de gens qu'on connaît déjà pour ce qu'ils ont fait, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des équipes avec des noms qui demandent en fait un peu à s'affirmer. Et de voir alors Tu penses à qui? je pense à Johnson sur Superman Action Comics. Je veux dire, il a pas non plus fait énormément de choses, en tout cas chez DC, clairement. C'est-à-dire qu'il a fait The Last God, mais chez DC récemment il avait rien fait d'autre. Il a fait non, je confonds avec Steve Orlando, ouais. Il monte aussi, Philip Kennedy Johnson. Bien sûr, c'est lui qui fait la série Alien chez Marvel. Voilà, donc, tu vois, c'est quand même d'un coup, des gens se réveillent. Stéphanie Phillips, moi je vais être franc, à l'heure actuelle, je connais pas du tout son travail, mais on lui donne Harley Quinn directement. Elle fait la série Wonder Woman, Sensational Wonder Woman en Digital First. Donc voilà, il y a son nom qui commence à arriver de plus en plus partout. Et quelque part, c'est aussi intéressant de se dire, avec ces petites mêmes Ramvi, tu vois, nous on le connaît bien, mais pour des gens qui lisent, ça reste. Voilà, il a fait Justice League Dark et Catwoman, et ça reste encore quelqu'un d'assez récent dans cette écurie. Mais Ramvi, il fait plus penser à un Scott Snyder au départ des New 52, tu vois, c'est-à-dire que c'est un mec, il a déjà fait de l'indé Kelly, on sait qu'il va devenir une rockstar, c'est étonnant pour... Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que on est sûrement ce que je veux dire, c'est qu'on est sûrement en train de voir justement les rockstars de demain en train de se former chez DC. Ou bien, justement, en se méfiant un peu, c'est aussi peut-être les salariés bêtement de demain. Enfin, rappelle-toi encore une fois chez Marvel, Matthew Rosenberg, Ed Brisson, etc., des mecs qu'on croyait qu'ils allaient devenir... DC aussi, hein. Voilà, exactement. On croyait qu'ils allaient devenir des rockstars et au final, ça s'est un peu aplani. Donc là, c'est toujours pareil. En fait, le problème, c'est qu'on a toutes ces annonces et effectivement... C'est tout ça que suivre à la limite l'ensemble des publications d'ici sera moins difficile que quand t'as 70 singles qui sortent par mois. Mais aussi, du coup, plus sacrificiel. C'est-à-dire que, comme justement la continuité est moins importante, tu vas pas t'obliger, si jamais t'accroches pas direct, à suivre ces séries-là, alors que jusqu'à présent, il y a quand même un cercle vertueux ou vicieux selon comment on veut le voir, d'avoir envie de suivre Action Comics si tu suis Superman, même si t'es plus fan de Bendis ou de Jurgens. Oui, mais ça là continuons de se répondre vu que c'est la même personne qui officie. Bon, si tu préfères dans ce cas-là de lire Batman Eternal quand tu veux lire le Batman de Snyder, tu vois. Il y a des connexions qui se font, alors que là, a priori, vu que c'est quand même chaque série va, enfin, à part les pôles communs, il y a plus besoin quand on te dira il y a une crisis en 2025, t'auras plus besoin d'avoir tout lu, tu vois, grosso modo. Et là, je pense que ça risque aussi d'être plus cruel ou plus pénalisant pour les séries qui seront vraiment le back catalogue, quoi. On verra. Je sais pas. Moi, après, une série sur un personnage de seconde zone qui se tient toute seule, ça me dérange pas du tout. Ouais, mais nous, on est pas ces lecteurs-là, tu vois. Justement, je parle des mecs qui sont attachés à l'idée de la cohérence, de tel gros vilain il est apparu là, il apparaîtra là. Le fait d'avoir des séries qui se déroulent pas forcément dans la même temporalité, ça permet quand même de faire des renvois entre quelque chose qui se passe à l'instant T dans une série et à l'instant T plus 100 dans l'autre. Donc oui, mais ça peut si t'as un éditeur vraiment derrière qui arrive à chapeauter les projets, qui a ses propres timelines bien fixées et qui sait que ce qui arrive à un instant T doit avoir un impact ou non et que tu peux jouer là-dessus. Voilà, et en fait ce qu'il faut vraiment chez DC, de toute façon, c'est des éditeurs. C'est ce qui a manqué quand même. C'est depuis un peu
quand Geoff Johns est un peu tombé en désuétude avec Rebirth, en tout cas quand il n'a pas été maintenu à son poste de Chief Creative Officer, il a manqué. Il a manqué. Non, mais il a vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment à partir du moment parce que Rebirth, ça tenait les graves la route sur la première année. Je suis désolé, mais à partir du moment où ils ont commencé à voir qu'il y avait trop de retard avec Doomsday Clock et que de toute façon, c'était plus lui qui était Chief Creative Officer, il y a eu un sérieux manque d'éditorial avec un mec qui devait dire à Bendis, à Snyder et à King de se cadrer, de pas faire tous n'importe quoi dans leur coin pour avoir justement une forme de structure. Ça n'a pas été fait. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ces gens-là, Ben Abernathy et ses compères, qui fassent vraiment le taf. Et le fait de ne pas avoir les séries qui se passent tous au même instant présent du DCU dans toutes les publications, je pense que ce n'est pas grave du moment que derrière, il y a des gens qui sont en train de bien superviser les choses et que les choses qui doivent se répondre, se répondent correctement. Mais je vois ce que tu veux dire, mais moi justement j'ai peur d'un phénomène à la Marvel où en fait quelque part du coup la continuité a presque plus d'importance et où t'es jalonné entre guillemets par un besoin de créer du momentum très régulièrement. Alors j'espère que DC va pas se lancer dans la frénésie des micro-events localisés on va dire à la Marvel, mais tu vois, enfin, qui lit encore la continuité Marvel? Tu vois, personne, tout le monde s'en bat les couilles, moi le premier. Je sais pas, dites-le nous en réponse, si vous n'êtes pas d'accord avec les assertions de Monsieur Corentin ici présent. Juste un exemple qui pour moi est très symbolique, War of the Realms par exemple, justement, ça n'avait pas vocation à être un event, c'est devenu un event et on a essayé de greffer une continuité autour, alors que si tu regardes de plus près, t'as des trucs par rapport au Punisher justement qui n'auraient pas dû arriver à ce moment-là des faits. Secret Empire, c'est un peu le dernier événement qui justement a vraiment réussi à avoir des conséquences globales et pour toutes les séries. Mais voilà, dans l'ensemble, moi, si tu veux, c'est vraiment la crainte, on va dire, que cette perte de la cohérence d'ensemble, ou plutôt de la reléguer au second plan, sape un peu le côté grande saga univers. Parce qu'il y a encore des trucs... Enfin, c'est con, j'allais dire, il y a encore des questions qu'on se pose par rapport à tout ça, par rapport à Jack Kirby, aux New Gods et compagnie, mais quelque part, Snyder y a un peu répondu avec Perpetua et le Source Wall. Ce qui est très dommage que ce soit lui qui en ait écopé, mais en même temps, si tu veux, pour te donner raison, The Green Lantern de DC Comics, enfin de Grant Morrison et Liam Sharp, ça opère en individuel et ça me va très bien. Quelque part, justement, lui, il dit que ça a un lien, enfin, quand tu vois les premiers numéros où t'as un lien avec le Dr Manhattan qui après n'est jamais étudié, tu dis quelque part que c'est un peu rigolo. Mais quand même, je sais pas, moi j'espérais toujours un Multiversity 2, j'espérais toujours une Crisis, j'espérais toujours le crossover avec Marvel. Non, ça j'ai jamais espéré. Non. Mais bref, bon, écoute, on verra. Après, voilà, si tu veux, moi dans l'ensemble, je trouve encore une fois, je vais vraiment appuyer là-dessus, que c'est mieux de faire moins de singles, quitte à avoir plus de contenu et les payer un peu plus cher, que d'avoir 100 séries qui sortent tous les mois où tu sais très bien que personne ne va tout lire. Et là-dessus, je trouve que DC fait un choix intelligent. Alors après, il vient pas de nulle part, hein. Mais ça au moins, ça me rassure. Je pense qu'il y a quand même la bourse qui est un petit peu serrée par AT&T. Hein. Oui, c'est sûr. Bah même, les transitions de cette année et par rapport au marché et compagnie, je pense que même ont compris l'intérêt de downsizer. Après, il faut voir, du coup, si Marvel se dit, on va faire 150 singles. Et en plus, non, mais je veux dire qu'ils downsize pour le direct market, donc pour les comic shops, mais de l'autre côté, sur les albums qui sortent dans les bookstores, dans les librairies plus généralistes, ils continuent de présenter. Ils annoncent tous les mois des nouveaux graphic novels qui arrivent. Oui, hein. Mais c'est parce que c'est là que se fait la thune. Hein. Pour l'instant, t'en auras pas plus de 20 par an, grosso modo. Oh, faudra aller les compter, hein, mais ça devient quand même de plus en plus. C'est un autre lectorat. Ouais, mais qui rapporte grave de la thune. Tout à fait. Et qui, au contraire du lectorat des comic shops, alors c'est pas l'ennemi, non, il faut pas les différencier, mais je veux dire qu'au contraire du lectorat des comic shops, ce lectorat en dehors, lui, il est grandissant. Et donc, il est plus intéressant d'un point de vue financier. Bah justement, c'est peut-être aussi une sorte de dernière. Infinite Frontier, justement, c'est une sorte de dernière tentative de voir s'ils arrivent à faire fonctionner ces deux marchés-là en cohésion, parce que on sait aussi qu'ils veulent pousser le numérique. Oui, alors, est-ce que ce sera le numérique de ces singles-là ou une sorte de digital first, pardon, ou de DC Daily un petit peu en plus, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, si les budgets sont pas extensibles à l'infini, ils vont faire un choix. Et puis il faut pas oublier que DC va quand même transformer sa plateforme DC Universe en DC Universe Infinite. Choix de mots. C'est franchement encore une fois. Tu les vois. En fait, on aurait pu le voir venir peut-être. Mais enfin voilà. Marvel Unlimited déjà. Oui. Non, mais le truc c'est qu'ils vont la transformer et ils avaient annoncé. Donc est-ce qu'ils vont le tenir? Mais ils avaient quand même annoncé sur cette branche numérique qu'ils allaient faire des comics exclusifs pour cette plateforme. Donc il y a aussi peut-être des gros noms qu'on n'a pas encore vu passer qui se cachent pour aller remplir l'offre numérique là-dessus. Donc voilà, c'est le truc, c'est qu'ils ont clairement 3 axes de développement. Il y a le marché classique
graphique, le numérique et le book source, quoi. Voilà, le roman graphique plus ou moins jeunesse, quoi. Et on voit en tout cas que les efforts se concentrent vraiment sur l'expansion sur deux de ces marchés-là, alors que l'autre, il y a plus une forme de restriction, de compaction, mais qui n'est pas forcément délétère si le projet suit éditorialement et est fait par des personnes qui... Mais il faudrait espérer que ce soit pas genre justement une sorte de dernière rongée au lecteur classique. Non, mais il n'y aura jamais de dernière, parce que c'est un marché qui va toujours perdurer. Voilà, ils vont pas arrêter de faire du super-héros, mais déjà 34 numéros, c'est quand même, par rapport à l'expansion de ces dernières années, justement, on en rajoute, etc. Moi, je trouve ça bien, et justement, je trouve que c'est une réponse vraiment très rationnelle et très logique à donner à cette crise, justement, du single. Et pareil, le fait de compiler 2 singles en un, je trouve ça vraiment très bien. Ouais, c'est pas tout à même fait si, voilà, on sait pas si la durée sera proportionnelle, etc. Alors, bref. Non. Mais tu vois, si c'est genre des numéros de 40 je sais pas ce que la durée irait foutre sur ce marché. Non, arrête, ça, franchement, on l'a usé, là, c'est bon. Non. Elle arrive au bout de sa durée. Donc, t'as vu ouais. Mais voilà, après, il faut quand même se rappeler que c'est des financiers qui sont à la tête du groupe. Qui vont quand même regarder les chiffres sur la première année et qui vont ensuite aviser. Donc c'est là aussi que je dis, mais méfions-nous du côté c'est une nouvelle ère qui va durer. Non, mais ça on est plus dupe, voilà, on est déjà, voilà, nous on a. Si dans 2 ans ils voient que ça n'a pas marché autant que Rebirth, ils refont du Rebirth et puis c'est tout. Hein. Non, ouais, je sais. Je suis pas convaincu. Le DCU, ça a duré combien de temps? 2 piges, à tout casser. DCU? Oui, le DCU, ouais. DCYOW. Ça a duré un an. Ça a duré un an. Tu vois, voilà. Même pas. Mais c'était encore différent, le DCU. C'était bien le DCU, c'était marrant. Ouais, Son of Batman. C'était bien, Patrick Gleason. 13, pas 13. Hein. Oh, tu me fais chier. Je le redirai encore et encore. Bref, voilà, donc c'était le gros focus de ce podcast là. Vous voulez aborder de plein front. Oui, 13. Bah oui, 13. Ah, 13. Non, je veux dire, non, mais le Infinite Frontier, c'était voilà, notre gros focus de cette émission. Donc maintenant, on va parler des petites actus qui sont arrivées du côté des comics. D'abord, avec 2 petits projets que tu vas nous présenter. Corentin, qui arrive chez l'éditeur indépendant Comics Initiative, dont on vous parle souvent, puisqu'ils font un modèle de financement participatif pour l'ensemble de leurs publications avant qu'elles se retrouvent donc à la fois chez les backers puis en librairie. Et on va parler d'un certain Alan Moore et d'un certain Brian Bolland. Donc voilà, 2 gros noms qui viennent se rajouter aux publications de 2021 chez Comics Initiative, avec d'un côté The Jeffrey Bowdrey saga. Hein? The Bud Jeffries saga. The Bud Jeffries, j'ai complètement fourché, excuse-moi. C'est pas grave. Et Jeffrey Baudery. Ouais, pardon. C'est Jeffrey Baudery, voilà. Pardon. Et les Bolland Strips, de l'autre côté, là, ça va, je l'ai dit correctement. Tout à fait. Voilà. Pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu vite fait? C'est compliqué à résumer. Alors, pour vous faire le truc, alors déjà, il faut rappeler effectivement que récemment, on a fait un podcast dessus. Alors non, du coup, on va faire un podcast dessus, du coup. Ah, il sort avant. Okay, yes. Bon, bref. Donc, le Comics Initiative a publié récemment... Ça, c'est les problèmes de temporalité, quand on fait des podcasts du futur dans le passé, je sais pas quoi, c'est très... Paradoxe temporel. Ouais. Là, j'ai fait niquer le multivers, du coup. Ouais. Donc, effectivement, Comics Initiative a publié récemment un recueil de courtes histoires qui s'appelle Vision, ou Vision d'Alan Moore, ou Alan Moore Vision, ça dépend comment vous voulez prendre. Donc, de la même façon qu'ils ont fait plusieurs travaux sur Kirby, ou Warren Ellis, ou Garcenis aussi. Oui, aussi, tout à fait. Donc c'est les mecs qui effectivement continuent leur sacerdoce, qui est de donner une voix à des comics un peu plus rares, un peu moins importés, un peu plus, on pourrait dire indispensables, ou juste tout simplement moins facile à vendre par les gros éditeurs qui s'intéressent à ces auteurs-là. Donc là, il continue avec Alan Moore, ce qui est très bien, c'est une très bonne nouvelle, puisqu'il y a encore plein d'inédits. Oui, j'adore Alan Moore, mais c'est pas que ça. T'es sûr. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'inédits d'Alan Moore qu'on connaît peu, tu vois. Généralement, quand on fait une liste d'Alan Moore, on fait une liste très sélective qui prend les super-héros, qui prend les grands volumes marquants, entre guillemets. Mais il a fait Watchmen, V pour Vendetta, Swamp Thing. Tout à fait, bien sûr, mais même les America's Best Comics, tu vois, c'est moins connu, mais c'est connu, alors qu'il y a vraiment des trucs très très peu connus, parmi lesquels, du coup, effectivement, la Bud Jeffries saga. Alors c'est effectivement, donc c'est l'histoire d'une famille de monstres, on va dire, qui avait été lancée à l'époque du magazine Warrior, donc dans lequel évidemment Alan Moore a aussi publié les débuts de V pour Vendetta avant de le terminer aux États-Unis. Ça date de 83, donc c'est encore un jeune Alan Moore qui a pas tout prouvé dans l'industrie. Puis c'est une série un peu satirique, un peu comique, qui raconte l'histoire d'un mec normal qui en Angleterre, je crois d'ailleurs, qui va habiter avec une famille de monstres, un petit peu façon la famille Adams, loup-garou et compagnie. Ça a mis très très longtemps à être publié, c'est assez court, hein, c'est une 10aine de numéros, je crois, même peut-être moins que ça, en noir et blanc, et qui a pris l'équivalent de 10 ans pour être fini. Avec Steve Parkhouse au dessin. Alors c'est un Steve Parkhouse, pour ceux qui connaissent son style un peu plus récent, qui était à l'époque vraiment dans l'imitation un petit peu de Crumb, et de ce style vraiment très comics underground, noir et blanc, très caricatural.
C'est presque une série d'humour, sauf que c'est pas vraiment très rigolo. C'est assez bizarre, c'est assez psychédélique, c'est vraiment du travail de niche, hein. C'est du travail d'une BD jeunesse et de niche, enfin une BD de jeunesse et de niche. Voilà, enfin c'est un truc qui est tout à fait agréable à lire, mais évidemment il faut être fan d'Alan Moore, hein. Donc ça c'est pour la Bob Jeffries saga, qui du coup a priori est la récupération d'un volume qui a été édité récemment chez aide-moi Arnaud, qui l'a publié en VO ce recueil-là, Top Shelf. C'est ça, D'accord, ouais. Okay. Voilà. Et les Bolland Strips, alors les Bolland Strips c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que c'est une collection d'histoires courtes de Brian Bolland, parfois écrites et illustrées par lui, parfois juste illustrées par lui. Alors il y a tout, en l'occurrence, là j'ai la chance de l'avoir lu en VO, moi, ce truc-là. Il y a du Bolland vraiment très bollandien au sens Killing Joke, c'est-à-dire qu'il y a c'est que du noir et blanc, hein, par contre, au sens où c'est des histoires un peu grinçantes avec des personnages un peu monstrueux, voilà, sur la couverture vous voyez un Papa Noël, je crois, non, un bishop, comment on appelle ça déjà, un évêque avec une belladonna qui est le numéro d'introduction. Vous avez des histoires vraiment très de ses tout débuts, à l'époque où il travaillait pour la presse, qui n'ont rien à voir graphiquement. Il y a pas mal de compléments bibliographiques et biographiques sur ce grand monsieur de la BD. Donc pour ceux qui ne voient pas Brian Bolland, c'est évidemment le mec qui a fait Killing Joke, qui a fait Judge Dredd The Wasteland, qui est un des grands architectes de 2080, qui est un immense dessinateur, qui a fait aussi les covers des Invisibles, les covers du Wonder Woman des années 90, qui, voilà, c'est un mec qui a un style unique, très réaliste, un peu glacial, qui aime bien les tournures de monstres et compagnie. C'est le créateur, je crois, si je dis pas de bêtises, de Judge Death, le juge qui considère que toute vie est criminelle, donc que toute vie devrait être anéantie. Voilà, ça c'est les Anglais, ils aiment bien les trucs un peu totalitaires. Donc voilà, c'est un recueil d'inédits et de travaux un peu rares, donc c'est une super bonne nouvelle que ça arrive en France. C'est bizarre d'ailleurs que personne ne soit mis dessus avant. Donc deux Anglais, à la fois un géant de l'écriture et un géant du dessin qui viennent compléter les rangs, ma foi bien fournis de Comics Initiative, pour toujours cette espèce de recherche de BD un peu plus rare, un peu plus niche, un peu plus difficile à défendre. L'avantage c'est que leur modèle de publication permet de ne pas prendre entre guillemets tous les risques. Donc toujours très content de voir que ces mecs-là existent pour compléter les trous laissés par les big two, j'allais dire, par les grands éditeurs français. Et puis on ira baquer. Yes, voilà. Tout à fait. Merci Corentin. On fait un petit tour maintenant du côté de la VO. On a pas mal de choses à débriefer. C'était assez calme du côté de la VF en cette fin d'année puisque les éditeurs ont fait leur dernière sortie avec le dernier Office qui était là en fin novembre, début décembre pour la plupart d'entre eux. Et puis maintenant, il faut simplement attendre que les fêtes se passent et qu'on soit reconfiné pour aborder une nouvelle ère de galère. Non, nous plaisantons. On espère que ça ne sera pas le cas évidemment pour que l'actualité ne soit pas trop impactée encore une fois de ce côté-là pour la France. Mais en tout cas, du côté de la VO, une petite annonce juste en filigrane sur le Free Comic Book Day US qui a été annoncé pour sa 20e édition. Ça fait déjà 20 ans que chaque année Diamond Comics proposait avec tous les éditeurs participants une journée aux États-Unis où des comics sont distribués gratuitement avec le but avoué de faire venir des gens dans des comic shops, de faire découvrir le monde merveilleux des comics, et avec ces comics gratuits vous offrir une opportunité de revenir ensuite en boutique pour poursuivre votre lecture. Alors le FCBD en 2020 ça a été une catastrophe à gérer pour les États-Unis puisque en mai... Pourquoi ? Alors d'habitude... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, un petit truc avec des protéines, ça rentre dans tes cellules, ça fout la merde là. Le problème, il a dit tu t'injectes du désinfectant et c'est bon. Merde. Bref. Personne l'a fait, vous êtes nuls. Il a déjà disparu, ce monsieur. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, donc ça a été très compliqué parce que habituellement, le Free Comic Book Day, traditionnellement, ça se tient le premier samedi du mois de mai. Et là, cette année, les comic shops n'étaient pas tous ouverts du tout, en fait, au mois de mai. Donc ça a dû être décalé. Et alors, Diamond Comics, en plus, avait subi le départ de DC Comics également pendant cette période-là. Ils ont fait un Free Comic Book Summer, en fait, où ils ont du coup sorti, étalé sur 9 semaines, tous les single issues qui étaient de ce côté-là. En France, l'organisation du Free Comic Book Day avait décidé de faire une journée spéciale. Enfin, non, c'était même pas eux, c'était un ensemble de comic shops. Donc, c'était pas l'organisation même du FCBD France, mais qui avait décidé pour le 4 juillet, en fait, de faire une journée spéciale pour les États-Unis. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? Je sais pas. Je t'écoute, mais je m'en mêle. Le Free Comic Book Day France a décidé de reporter son FCBD français le 4 juillet pour faire un petit peu la date en plus, vu que c'est la fête des nationales américaines. Ouais. Et ensuite, en septembre, il y avait une autre édition VO, mais qui n'avait pas été faite par le FCBD France, mais par un ensemble de comic shops qui s'étaient quand même serré les coudes là-dessus avec leurs commandes. Et donc,
pour 2021, c'est les 20 ans. Et là, l'organisation française, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire, mais le FCBD US a annoncé que ça allait se faire en août. Et plus spécialement le samedi 14 août 2021, ce qui pour eux est plutôt intéressant parce que c'est grosso modo c'est une semaine après la sortie du film The Suicide Squad de James Gunn. Donc il y aura de l'attention forcément sur les comic books et tu peux imaginer que ça va un petit peu attirer des gens dans les shops. Par contre, en France, le 14 août, c'est le week-end du 15 août. Grosso modo, les gens Il est peu probable que les gens aillent acheter des comics. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très, 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 très mal joué. Donc, on ne sait pas comment ça va se faire en France pour l'instant, mais vu notre situation, je pense que le mieux à faire, en tout cas, c'est de toute façon, le FCBD France a quand même réussi, je pense, depuis maintenant que ça fait depuis 2014, je crois que ça existe, à s'imposer par lui-même en fait en tant que journée de célébration de la bande dessinée américaine et parfois un petit peu plus, puisque c'était aussi souvent lié, en tout cas cette année il l'avait relié aux 48 heures de la BD. Donc je pense que de toute façon l'organisation française a tout intérêt à la limite à maintenir la date traditionnelle du premier samedi du mois de mai, en supposant que nous au mois de mai il n'y aura pas de soucis, surtout que d'autant plus que ça, en fait. d'autant plus que souvent les FCBD proposés par les éditeurs français c'est généralement une amorce pour un truc qui sortira à l'automne, sachant que c'est dans les derniers mois de l'année aussi qu'il y a pas mal de ventes qui se font, que souvent c'était aussi des sorties, des single issues qui étaient proposés à mettre en parallèle de sorties événementielles du mois d'octobre pour une certaine Comic-Con Paris, par exemple. Donc voilà, on sait par exemple, c'est dans une vidéo récente que Sullivan de iComics disait qu'ils avaient prévu peut-être de faire un FCBD à la base sur The Last Ronin pour la venue de ce titre en France. Voilà, la venue de Kevin Eastman et Tom Waltz ou Peter Laird à Comic-Con Paris. Donc, ils voulaient pas le faire pour le FCBD, mais pour la Comic-Con, ils voulaient éditer un single issues gratos de Last Ronin. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. On sait que, je sais pas, mais tu vois que, par exemple, les FCBD d'Urban Comics, c'était les deux derniers sur les 3 dernières années. Il y en avait 2, c'était les White Knight et Curse of the White Knight de Sean Murphy qui sortaient en octobre après, tu vois. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont faites. Donc là, s'ils le sortent en août et que c'est pour un titre qui arrive 2 mois à peine, il y a moins d'intérêt à vous proposer un premier chapitre gratos si tu sais que de toute façon le truc arrive dans la foulée. Donc je pense que le FCBD France a tout intérêt à se démarquer cette année de cette édition américaine, même si effectivement c'est la 20e. Après, pour l'instant, Diamond Comics n'a pas forcément annoncé autre chose de particulier que les 53 grosso modo single issues qui vont être proposés gratuitement par les éditeurs américains, sachant que nous ça fait pas 20 ans qu'on a le FCBD France et que bon, les 20 ans du FCBD US quelque part on s'en bat un peu les steaks en fait, tu vois. J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément volonté à événementialiser la chose. En tout cas, pour le 14 août, c'est sûr que ça ne sert à rien de vouloir en faire des caisses parce que les gens seront justement dans leur caisse en train de partir en week-end pour se chasser croisé du 15 août. Toi, de toute façon, Corentin, j'ai envie de dire que tu t'en branles. Oui. Ok. Donc, on peut passer à la suite et merci encore une fois, Corentin, d'être toujours aussi. Je t'écoute, hein. C'est passionnant. Bah ouais, mais tu ne dis rien, ce n'est pas intéressant si tu ne réagis pas. Non, qu'est-ce que tu veux que je dise Je sais pas, tu peux dire cornemuse. Ce qui va dépendre surtout de la situation, c'est évidemment est-ce que la pandémie se sera calmée, arrêtée, raréfiée d'ici les premiers samedis du mois de mai, quoi. C'est pas vraiment le FCBD France qui va décider. S'ils le font en août, si les États-Unis le font en août, c'est parce qu'entre guillemets tout le monde se dit que l'horizon estival de juillet-août sera le moment c'est où sûr. les vaccins surtout pour eux, parce que pour eux, la situation est encore plus dramatique que pour beaucoup d'autres pays. On n'est pas non plus le pays qui s'en sort le mieux en Europe. Je sais, oui, bien sûr. On va être un peu en retard sur les vaccins par rapport aux Anglais ou aux Allemands, etc. Oui, après les Anglais, vu leur souche ultra contagieuse, là. Le virus mute chez eux. Mais le virus a muté partout, sauf qu'il s'avère que parfois une mutation peut avoir des conséquences. Donc, mais il y a déjà eu plein de mutations. Même nous sommes tous des mutants par rapport à. C'est beau quand tu parles. Mais c'est vrai. Oui, tout à fait, les enfants de l'atome. Donc du coup, voilà, c'est plus ça. Je pense que la date va vraiment dépendre de. Comme d'hab, c'est pas 2020 et le virus s'arrête. Il va falloir qu'on continue à vivre avec jusqu'à au moins à l'été. D'après tous les experts, c'est vraiment le mois de juillet, a priori, où la normalité devrait commencer à revenir. Ah, c'est bien, comme ça, notre cher président pourra faire son défilé du 14 triomphant. Puis il pourra aller en vacances à Brégançon, faire du jet ski. On est trop contents, frérot. Ouais. J'espère qu'il va quand même choper une petite séquelle, tu vois, genre, je sais pas, l'odorat.
Non, plutôt le goût, comme ça, il pourra plus se faire des gueuletons à C'est l'Élysée. ça. Plus de homard avec Jean-François de Rugy. C'est ça. Bah, il peut pas, il est allergique. Il est oui. allergique. Je suis bête. Ah Je sais là pas, là. ça fait mal à la tête. Écoute, Corentin, les gens ne nous écoutent pas ici pour ces sorties gauchistes. Excusez-nous. s'il te plaît, excusez-nous. voilà. Hein. L'année est compliquée. Donc, on va plutôt embrayer sur la suite et faire juste une petite note d'intention pour le nouveau James Tocco, Orphan and the Five Beasts, qui arrivera chez Dark Horse Comics à partir du mois de mars prochain. Une mini-série en 4 numéros, voilà, qui nous parle Avec de la baston. voilà, d'un guerrier en quête de vengeance, voilà, qui part se venger contre plein de créatures et de. Non, mais voilà, Se venger du coup. voilà, il part se venger, tout simplement. Mais c'est voilà, c'est en fait, il y a 4 couvertures qui forment une gigantesque fresque qui ont été dévoilées avec voilà, donc des créatures, des monstres et des personnages qui s'inspirent voilà du folklore asiatique, le cinéma de Hong Kong aussi, mais aussi juste la mythologie un petit peu, je dirais, plus chinoise pour le coup, hein, vu que c'est avec Hong Kong, c'est avec notamment ces sortes de guerriers gigantesques qui apparaissent. Donc voilà, ça a l'air absolument mortel, de ouf. On sait rien du projet, on a juste ces 4 couvertures qui ont été dévoilées, mais qui à elles seules en fait témoignent d'un imaginaire déjà ultra puissant. James Tocco, c'est un dessinateur Canadien. Voilà, mais de surtout qualité. doué en fait. C'est juste ultra doué. C'est vrai qu'il est canadien, mais il est juste ultra doué. Il a fait Orkstein notamment, Tout à fait. disponible chez le label, le défunt label Paperback de Casterman. Il a fait du Moon Knight aussi avec Jeff Lemire récemment, où il illustrait une partie un peu spatiale de la mythologie Moon Knight. Il a fait tout un tas de choses et c'est un mec qui a un Il dessin. a fait un Alien incroyable Exactement, aussi, oui, qui est tout à fait. disponible en VF chez le petit éditeur Vestron, qu'on vous recommande, Ouais. un petit relié comme ça, très Et sympa. c'est un mec qui a un style vraiment, on va dire, à la croisée des genres. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du comics au sens traditionnel, c'est souvent du dessin assez énervé. C'est un croisement, je dirais, entre l'énervement un peu d'un Geoff Darrow et le style un peu de Yann Bartram aussi. Tu vois, moi, c'est entre ces deux-là que je le croiserais. Intéressante Quoi. comparaison, oui, effectivement. Mais ouais, moi je. Bien, merci. Non, mais moi je sais pas, enfin, ça pourrait aussi parler aux fans de Tradmoor éventuellement. Enfin, voilà, c'est un dessin qui généralement ne se met très peu, enfin, se met que très peu de limites. C'est un mec qui aime bien créer justement des arrière-plans et des mondes assez copieux, assez énervés, assez gigantesques, etc. Il a fait du Godzilla chez ADW aussi. Tout à fait, oui, effectivement, qui était une très bonne série, enfin très jolie série. Donc ouais, c'est un mec qui vraiment va compter et qui aime bien rester en indé. Pareil, il fait peu de super-héros, il fait peu de projets de commande comme ça. C'est cool pour Dark Horse parce qu'on sait que l'année a été compliquée pour eux avec la perte des licences. Ils se sont fait voler toutes leurs licences, quoi. Voilà, avec la belle allégorie où Kevin Feige leur a tapé dans leur sac leur goûter du midi ou je sais pas quoi. Donc là, effectivement, c'est bien parce qu'ils ont déjà Jeff Lemire, maintenant ils récupèrent James Tocco. Moi, je suis toujours c'est que 4 numéros, hein, donc oui, petit projet, mais pour avoir une suite, tu vois, ouais, on sait pas. En tout cas, ça reste en tout cas un très très gros dessinateur pour les passionnés justement de ce genre de BD. Et effectivement, cette mythologie un peu chinoise qui tire un peu aussi sur le. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'hindouisme dedans, tu vois, que les un petit peu aussi, bras, un peu Bouddha, et un peu là ce jeu vidéo dont on parlait. Asura's Wrath. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et puis voilà, on sait que ce sera beau, on sait que ce sera énervé, enfin, j'arrête pas de dire énervé, on sait que ce sera violent, on sait que ce sera énergique. Moi, le mouvement de travail de ce mec-là m'intéresse, donc il faudra suivre ça avec attention. Carrément. Et je redécouvre les couvertures du Godzilla qu'il a fait chez IDW. Et c'est pas sorti en VF ce truc? Je sais pas. Il faut aller regarder. Et c'est incroyable, hein. Les frérots, attends, ça défonce là. Oh. Bah, ouais, non, réveillez-vous. Complètement. Donc voilà, bref, une sortie là qui arrive en mars, qu'on attend avec impatience, clairement, ça va être trop ouf. Un petit point du côté de Marvel, alors plusieurs projets qui ont été annoncés, alors il y en a un, c'est plus anecdotique que les deux autres sur lesquels on va un peu plus s'épancher, mais quand même je trouve que l'idée elle est pas inintéressante. C'est notamment un one shot pour les 80 ans de Captain America. Donc c'est un Captain America 80 years anniversary tribute, je sais pas quoi, mais en fait l'idée c'est pas inintéressante, c'est de reprendre en fait les scénarios à la fois de Captain America 1 de Joe Simon et Jack Kirby, donc avec c'était ça la première fois qu'il était apparu, mais aussi le Avengers 4 qui était sorti donc dans les années 60 par Stanley et Kirby, qui était sa réintroduction après avoir été congelé, tout ça, et en fait de reprendre donc les scénarios de ces deux numéros et de les faire illustrer avec de nouveaux dessins. Avec des dessins, mais par John Cassaday, Marguerite Sauvage, David Laflamme, Declan Chalvet, Pere Perez, Salvador Larroca, Lionel Francescu, Valerio Ruscitti, Carlos Pacheco, Enyukli, Keizama, Sarah Pikeli, Rezo Saiz, Kim Jacinto, Adam Kubert, Federico Vincentini, Mahmoud Asrar, Jim Chung, Terry Dodson, Joe Bennett, Alex Ross, Steve Epting, Adam Hughes, Stefani Hans, Javier Caron, Alita I. Martinez, Elena Casagrande, Paco Medina, Daniel Acuna, Chris Samney, Butch Guys, Rachel
Todd, Pepe Larraz, Greg Solmuth, Greg Land, Ray Anthony Haidt, Mark Bagley et Pitch Momoko, Juan Cabal, Carmen Carnero, Hervé Silva, Joshua Encore Cassara, Pitch Momoko. Natasha Bustos, Iban Coelho et Patrick Gleason. Donc Et tout voilà, ça de tête. Bravo Arnaud Kikou, t'es Complètement pas de- rédac chef pour rien, ma gueule. complètement de tête. Voilà, et bah écoute, ça m'intéresse absolument pas. Mais quel connard. Il l'avait fait ça en plus déjà pour Giant Size X-Men où ils avaient repris. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est le trip. Mais c'est un hommage. C'est un hommage. je m'en bats les couilles, voilà. Pourquoi pas prendre juste un dessinateur pour faire un vrai remake entre guillemets? Mais parce que là, c'est collégial. C'est participatif. Non, il y en a marre. À chaque fois, ils mettent 40 artistes pour gonfler l'aura entre guillemets de ces numéros-là, alors qu'en définitive, les remakes au cinéma, c'est pas telle scène va être réalisée par tel réalisateur. Mais qui est fan ça de ce pourrait film-là, être trop et puis telle marrant. scène, Hein. Et puis telle scène, et puis telle scène, et puis telle scène, et puis telle scène. Non, mais tu peux pas non, comparer gros, au c'est nul. cinéma. Non, Le non. cinéma, c'est pas de la BD, c'est pas pareil. Faites une vision d'auteur, une vision d'artiste, qui est pas. Franchement, moi, ces espèces de fresques ou de cadavres exquis pourris, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je vois vraiment pas l'intérêt. À part rendre hommage à un numéro qui a 80 balais, effectivement, on est content, super. Et même la raison expliquée de tu l'as déjà vu combien de fois? Non, je m'en fous complètement. Puis il y en a marre de la nostalgie, comme ça, voilà. Je suis très énervé aujourd'hui, là. Rien à foutre, c'est pas intéressant. Non, mais attends, mais juste en lisant le truc créatif, j'ai l'impression de revivre Marvel Comics 1000. Tu vois, c'est genre, il y a une page différente par chaque artiste. Ouais, mais sauf que là, On en a c'est marre, un peu plus honnête que Marvel Comics. Mais Enfin, non, c'est pas pas. honnête, c'est juste pour vendre du single issue, ils en ont rien à branler. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour vendre des single issues. Ouais, mais là, c'est vraiment pour vendre un single issue. Putain, cette mauvaise foi. Non, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, ça t'intéresse pas, mais, Nostalgie pourrie. mais arrête un Arrêtez, peu. non. Oh là là, L'Américain, il est de droite. je ne commenterai Je pas. suis plus. un peu de mauvaise foi, je l'avoue, mais effectivement, je trouverais ça plus intéressant d'avoir un artiste au hasard, par exemple. Le mec qui a illustré... Il faut que tu mettes vraiment même American Barbarian. Ah putain, le mec qui a un trait qui ressemble à Kirby, qui a fait Fantastic Four Grand Design récemment. Peter Scully. Tom Scully, ouais. Tom Scully. Peter Scully, je sais pas qui c'est. Son cousin. Tom Scully, voilà, mettez Tom Scully, faites-moi un grand design de Captain America. Limite en un numéro oversize de 48 pages. Ce serait plus intéressant que juste... Mais franchement, enfin... C'est bon, quoi. Ces numéros, ils ont été sortis, recolorisés, compilés dans des intégrales et compagnie. Et puis Jack Kirby, il est bien, son trait. J'ai pas forcément envie de voir des mecs comme Butch Guice le réinventer. Tu vois, j'aime bien Butch Guice, mais voilà. Enfin, Kirby, c'est Kirby. Faut arrêter maintenant. Non, je suis pas content. Là. C'est un hommage. Ouais, bah non. Ça n'a pas vocation à le remplacer, mais à lui rendre aussi. hommage. C'est mieux. Très bien, bah écoute Corentin, puisqu'on Voilà. est là pour discuter, Moi, je dénonce, monsieur. ouais, c'est ça, on est là pour discuter a priori, hein, pour débattre avec des échanges sains et tout ça. N'oubliez donc pas le hashtag Corentin Mauvaise Foi sur les réseaux sociaux pour nous faire savoir si vous voulez aussi protester clairement là-dessus, et si quelqu'un veut faire un montage avec une vidéo d'un vieux mec aigri et la voix de Corentin, bah n'hésitez pas non plus, ce sera son cadeau de Il Noël faudrait qu'un mec comme Arnaud lui coupe la parole, du coup. Bien. Sinon, ce serait pas réaliste. mérité. Ferme-la. Allez, on continue par contre sur un autre projet qui... Non, mais attends, sérieusement, franchement. Non, sérieusement quoi C'est juste- Sérieusement, tu la fermes Il maintenant. y en a pas marre, franchement, que les mecs, si tu veux, Non, se il y en a disent pas juste, marre. on va recueillir 40 000 mecs, les payer $100 chacun pour faire une page. Enfin, c'est bon. Marvel Comics 1000, c'était un échec. À la limite, Giant Size X-Men, ça s'est tu vendu vois, quand ça, même, ça hein, s'inscrit dans copain. l'idée que le run de Hickman répond à toute une continuité, etc. Donc ça peut être intéressant. Mais franchement, juste si vous voulez faire un remake, moi je suis pas contre les remakes justement d'anciennes histoires. Peut-être t'avais ce mec Aidan Sherman qui avait refait une scène du Spider-Man de Sam Raimi avec le style de Frank Miller. Moi, des projets comme ça qui reprennent des vieux comics avec un style différent, etc. Pourquoi pas, tu vois, je suis totalement pour. Mais en l'occurrence, vraiment, tu sens le côté, on a pris tout le monde pour que chaque personne qui soit fan un petit peu de ces mecs-là vienne acheter le single. Ok. C'est lourd, quoi. Je sais pas, les gars, merde. Par contre, si je t'annonce une Vas-y. mini-série Beta Rebuild par Daniel Et Warren voilà, Johnson, et voilà, qu'est-ce on est que content. tu me dis Qu'est-ce que Merci tu me dis Marvel, ça c'est bien, je suis content là. tu Pourquoi c'est bien? Et moi, je sais pas. Enfin, je suis ultra chaud parce que Daniel Warren Johnson, voilà, pour moi, c'est un artiste qui a fait un sans faute, littéralement, sur toute sa carrière. Il y a rien que je jetterais de lui, tu vois. Space Mullet, c'était mort. Non. Space Mortal, c'était bien. The Ghost Brigade. The Ghost Fleet, déjà. The Ghost Fleet. Mais c'était pas lui qui l'écrivait. Ah, tu vois. Mais pareil, non, c'est vachement propre Oui. graphiquement. Donc, C'est bien, non, je le jetterai pas non plus, tu vois. D'accord, ok. Il y a des gens, je veux dire, même le plus mauvais Daniel Warren Johnson est meilleur que parfois le On est meilleur d'accord, truc de d'autres artistes. On est bien d'accord. Que Salvador Larroca. Rob Liefeld, Ouais, je sais pas. Non, c'est peut-être méchant, mais. tête de turc. C'est pas gentil comme expression, ça, Corentin. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire Alors, pourquoi alors là, en fait, tu n'es qu'à moitié saucé.
Ouais, c'est ça, Voilà. parce que voilà, j'estime qu'il y a vraiment rien à jeter, qu'il a montré avec Wonder Woman Dead Earth que voilà, il était très bien capable de faire des trucs incroyables sur des personnages de licence. Donc, techniquement, le voir sur Beta Ray Bill avec voilà sa hache Stormbreaker, enfin, le pitch, c'est qu'il doit retrouver une nouvelle arme et qu'il va aller affronter une sorte de Thing Fang Foom, donc le dragon géant qui est knulisé parce qu'il y a Knull justement, parce que voilà, justement, cette mini-série, elle est en réponse, en tout cas dans la continuité des conséquences plus ou moins direct de l'event King in Black de Donny Cates. On sait voilà justement que Donny Cates et Daniel Warren Johnson sont copains, donc on imagine que c'est lui qui l'a greffé là-dessus. On imagine aussi que vu que c'est Beta Ray Bill, il aura plutôt les coups des franches, mais malgré tout, dans les faits d'annonce, dans les présentations, ça ressemble pour moi au truc le moins ambitieux artistiquement de Daniel Warren Johnson. Mais pourquoi? On sait pas encore. Mais c'est pour ça que je dis dans les faits d'annonce, parce que dans les faits d'annonce, quand on te disait il arrive chez Image, enfin il fait un nouveau truc chez Image, ça s'appelle Murder Falcon, c'est un faucon karatéman qui bute des kaiju avec la force du métal. Je suis saucé. Quand on te dit c'est Daniel Warren Johnson, il est en DC Black Label, un label qui est vraiment reconnu parce que c'est des travaux d'auteur pour faire son hot take sur un Wonder Woman post-apocalyptique. Paf, je suis saucé aussi dans l'attention. Là, on me dit c'est Daniel Warren Johnson sur une mini-série Beta Ray Bill. Je fais ouais, qui vient de se greffer à King in Black. Je fais Bah gros, Silver Surfer Black, c'est quoi sinon un tie-in des Gardiens de Donny Cates avec Radmoor, et c'était ça toute la force du truc. La série Silver Surfer Black, elle a aucun... Enfin, elle est bien, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais elle part justement pareil d'une envie de maximisation de profit ou de spin-off ou de faire un petit produit en parallèle. Je dis pas que c'est pour placer un pote qui se trouve être très doué. Il faut se dire qu'après, peut-être que justement c'est le début de Warren Johnson quelque part. Voilà, Marvel n'a pas forcément une ligne d'essai Black Label pour accueillir justement, ils auraient pu... et pourtant, on va y venir juste après. Marvel Max juste pour lui. Allez, non, mais on va y venir juste après parce que justement, ils sont capables de le faire. Ils sont clairement capables de le faire. Moi, si tu veux, juste bêtement, Warren Johnson, on sait que c'est pas un mec qui marche tant que ça en indé, malheureusement, malgré son talent extraordinaire. Je suis juste content de voir qu'effectivement, enfin, il va pouvoir être découvert par des lecteurs justement plus traditionnels. Beta Ray Bill, c'est un personnage qui appelle au cosmique, qui appelle au voyage spatial, qui appelle du coup aux créatures et qui appelle aussi à la baston. Tu vois, l'univers de Thor est comme assez bourrin, et les personnages asgardiens, en tout cas dans la continuité asgardienne, sont généralement l'occasion de belles démos de puissance. Quelque part, le Thor de Donny Cates, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de bagarres, c'est très gros, c'est très coloré, etc. Donc on voit que c'est des mythologies qui peuvent se croiser. Moi, Beta Ray Bill, c'est un personnage que j'aime bien, et c'est généralement un des Thors préférés des gens. Donc non, je sais pas, je le trouve un petit peu négatif. Voilà, et c'est mon avis sur la question, et j'en changerai pas à très longtemps. Ouais, non, mais t'as bien le droit. Et non, mais enfin, je suis pas négatif. Je suis un peu. Arnaud de lycée texto. C'est pas négatif. C'est je suis un peu circonspect. Enfin, c'est juste que non, mais ça peut être très bien. Comme dit, même le moins bon Daniel Warren Johnson, je pense que ce sera quelque chose qui sera bon de toute façon. Le truc, c'est qu'il peut pas faire toujours un truc événementiel. Ça devenir un mec qui justement rentre dans l'industrie. Et quand tu rentres dans l'industrie, tu fais pas que des projets à chaque fois qui vont renverser la table de thé. Des fois, tu fais juste. Pourquoi tu peux pas demander Mais regarde Donny Cates, c'est pareil. Donny Cates, il fait des trucs excellents, etc. Mais des fois, il fait un petit truc. Voilà, les Gardiens, par exemple, moi, je pourrais trouver pas ça extraordinaire. Mais quelque part, ça s'inscrit dans un projet qui est très global, etc. Peut-être que Marvel le teste entre guillemets, pour voir s'il peut tenir les délais, si son style résonne auprès du public, pour après lui confier un truc plus gros. C'est ce que fait souvent, justement, regarde, on parlait tout à l'heure de Ram V chez DC. Ram V, voilà, il arrive effectivement sur des projets comme Catwoman et Swamp Thing, on peut trouver ça hypant, mais comparé à The Savage Shores, tu vois, c'est pas forcément le truc aussi excitant, etc. Swamp Thing quand même, si. Mais les Big Tours, en général, c'est une échelle, tu vois, tu commences par le barreau 1, puis après tu montes en puissance et compagnie. Ouais, mais pour moi, Daniel Warren Johnson, c'est pas un mec qui commence, quoi, qui devrait être un baron. Regarde, on lui a confié Wonder Woman pour son premier truc chez DC, je veux dire, et en Black Label, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Mais est-ce que ça s'est tant vendu que ça, tu vois? Bah oui, ça s'est vendu aux États-Unis. Ok, d'accord. Ça a très bien marché. Hein. Bah écoute, je sais pas. Après, moi, je trouve ça quand même cool qu'au moins, justement, ils fassent l'écart entre les deux. Tu me sapes ma joie, là. Donc, je suis pas content du tout. Hein. T'es en train de me démoraliser, alors que j'étais très content, tu vois. Bon, reste compte, mais voilà. Je reste content. Je te dis juste que j'y apporte une touche de trucs pour contrebalancer l'effet d'annonce. C'est un personnage qui représente aucun enjeu éditorial pour Marvel. Donc, ça veut dire qu'il aura les coups des franches, qu'il pourra se faire plaisir parce qu'il prendra pas de risque, tu vois. Quelque part, c'est pareil. C'est bien le minimum que j'espère. Tom King Vision, tu vois, c'est pareil. Vision, tout le monde s'en fout de Vision. Enfin,
Pardon, excusez-moi, fan de Marvel, c'est très bien Vision. Mais voilà, Vision au demeurant, c'est quand Tom King arrive chez Marvel, il va pas sur Thor, il va pas sur Venom, il va pas sur les Avengers, il va sur Vision et il fait un truc vraiment très authentique, très honnête, qui couvre une vision de la vie, etc. Peut-être que Warren Johnson, justement, il prend ce personnage-là, enfin que Cates le place là-dessus, parce qu'il sait qu'il pourra s'éclater comme Tradmore s'est éclaté avec Black, enfin Silver Surfer Black, tu vois. Moi, j'ai envie de rester positif. Je trouve que là, t'es un peu nihiliste. Tu veux être positif comme Emmanuel Macron Exactement. au coronavirus. Exactement. C'est ça. Bien sûr. Ça, c'est de l'humour. Il montre l'exemple. Tu vois, ça, c'est du hashtag Arnaud rigolo. Mais justement, moi, je te contredis avec l'actualité suivante. Tu disais qu'ils peuvent pas faire un Black Label ou je sais pas quoi. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec Demon Days X-Men, qui est une mini-série en Elseworld, clairement avouée donc par Peach Momoko, donc une autrice dessinatrice qui grimpe de ouf et qui fait partie de la QV 2020 des Stormbreakers de Marvel. C'est un peu leur Young Guns, enfin c'est le nouveau nom qu'ils ont donné à leur Young Guns, sauf que les Stormbreakers, donc c'est un peu leurs artistes qui vont tout voilà, les plus prometteurs, mais ils ont enlevé le truc Young parce que parfois ça faisait plus trop de sens, notamment pour cette édition 2020 où ils ont mis Patrick Gleason dessus, alors que Patrick Gleason ça fait quand même quelques années qu'il est pas Young du tout, donc c'est pour ça qu'ils ont changé le nom, parce qu'ils ont compris que ça n'avait plus trop de sens. Ça fait 20 ans de carrière, t'es un Young Gun, frérot. C'est ça, ouais. Mec, quand même. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc Demon Days, donc une mini-série qui réinvente en fait l'univers Marvel dans une sorte de Japon féodal où Venom devient un yokai, voilà, t'auras une réinvention de tous ces personnages. Ouais, non, c'est ça. Évidemment. Oui, forcément, ouais. Non, mais voilà, donc et donc il y aura Psylocke aussi là-dedans forcément par rapport au background du personnage, mais qui a l'air ultra intéressant comme projet pour le coup, mais qui pour vraiment, alors ils n'ont pas créé de label ou quoi que ce soit, ils annoncent juste le projet tel quel, mais ça ce serait clairement l'ouverture d'une sorte de black label de chez Marvel, où on dit vraiment prenez l'univers Marvel, tournez-le à votre propre sauce et faites-en voilà, votre propre récit complet, et les planches qui ont été présentées sont quand même très jolies, parce que voilà, si c'est une artiste qui grimpe, c'est pas pour rien non plus. Elle est notamment en train aussi de faire de saper le marché des variantes de dingue, à tel point que Boom Studios lui a fait signer, enfin ils leur ont fait vraiment signer des énormes contrats pour aller faire des variantes pour leur propre titre. Donc bon, elle dessine bien, que ça serve après juste à engraisser le marché des collectionneurs, c'est pas forcément la meilleure chose, mais en tout cas c'est cool par contre de la voir vraiment sur un projet où elle va dessiner aussi les planches intérieures, tout ça. On va pouvoir voir un peu sa façon de mélanger l'univers Marvel avec un ensemble qui parle de sa culture à elle. Donc moi je suis là, pour le coup là je suis ultra chaud là-dessus. Ok. Et toi, non, du coup, là, c'est toi qui vas me saper le moral en revanche là-dessus. Non, pas du tout, parce que moi, je suis pas un connard. Mais alors ça, c'est très vite dit, Corentin, quand même. Hein. Oui, très, très vite dit. Les faits me contredisent. Mais non, c'est juste, je connais très peu le style de Peach Momoko, effectivement. Justement, parce qu'elle a pas fait énormément de trucs à part des variantes. Et puis, j'ai l'impression qu'elle perce un peu vite. Du coup, j'ai peut-être passé à côté de l'événement que ça peut représenter pour les mecs qui achètent beaucoup de variantes. Mais non, après, moi, le projet m'intéresse. Évidemment, j'ai envie de dire, comment ne pas être intéressé par un truc pareil, qui a priori justement se passe de l'idée même de super-héros, de super-vilains, etc., et qui ne sera pas le Batman ninja de chez Marvel, mais vraiment plus une sorte de manga, vraiment de lecture Japon féodal avec les mêmes personnages, mais dans des positions un peu différentes. Moi, évidemment, en tant que, je pense comme tout le monde, hein, tout le monde est un peu à une corde qui résonne au film de samouraï, etc., cette mythologie très particulière, au manga Kenshin, Rurouni, etc., voilà. Donc Vagabond, et voilà, moi ça me plaît, mais encore une fois je connais très peu le style de cette jeune femme, donc c'est surtout des variantes. Elle a même un album qui s'appelle Peach Momoko's The Variant Covers, parce que c'est vraiment là-dessus qu'elle a fait qu'elle s'est fait reconnaître, quoi. Enfin c'est du mignon, non? Non, pas forcément. Non, c'est par contre c'est très influencé par une esthétique japonaise, je dirais, par un art japonais, ça c'est sûr, mais c'est pas c'est pas plus, c'est pas kawaii ou chibi ou quoi que ce soit. Non, je disais pas ça, je disais genre, ça me paraissait plus un peu tendre, on va dire. Non, pas forcément. Non, okay. Quand tu regardes ce qu'elle fait sur les Power Rangers et tout ça, c'est pas plus tendre que ça, quoi. Non, très bien. Pas du tout. Tu dis que je suis content. Tu dis que de la merde. Ouais, je sais. Que de la merde. Ouais, voilà. Insupportable celui-là. Mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas, c'est la fin d'année. Vous êtes trop bon. Et puis en même temps, tu peux dire des bêtises, tu peux faire de la merde, mais il y aura sûrement pas plus que Rob Liefeld qui relance les Mighty Crusaders d'Archie Comics. Ça fait plaisir, non?
quelque part. Quelle fin de carrière incroyable. Bah, c'est pas une fin de carrière, il va relancer le truc. C'est quand même des héros comme le Shield qui sont antérieurs techniquement à Captain America, tout ça. Donc c'est une façon, parce que voilà, ils avaient déjà Archie Comics, donc voilà, ce petit cheptel de super-héros qui date un peu du Golden Age, qu'ils avaient déjà un petit peu tenté de moderniser, notamment c'était en 2017 ou en 2018 qu'ils avaient fait une petite relance qui n'avait duré que 4 numéros, et donc là c'est Rob Liefeld qui s'occupe de les relancer. Donc il y aura une nouvelle, alors ce sera sûrement une mini-série, c'est une mini-série d'ailleurs je crois, qui a été officiellement annoncée. En tout cas c'est donc Rob Liefeld qui fait à la fois les dessins et le scénario de ce relaunch des Mighty Crusaders. Donc il y aura Shield, Comet, Jaguar, Fly-Girl, voilà, donc tous ces autres personnages que vous ne connaissez peut-être pas forcément, parce que c'est pas non plus, je sais même pas s'il y a eu un import VF de ces super-héros dans leurs précédentes itérations. Peut-être à l'époque où il y avait un éditorial très différent par rapport à aujourd'hui, mais ça ne me dit rien. En tout cas, voilà, ça va être très cool de les revoir tous avec plein de gros muscles dans tous les sens quand tu regardes les torses. Ça va être très cool, t'as dit les torses. Non, c'était ironique. Ah bon, d'accord. C'était ironique. Traduit pour ceux qui... D'accord. Non, mais parce que les planches montrent que bon, il a l'air de se faire plaisir, mais voilà, c'est très musculeux et c'est très vide surtout, quoi. Et c'est toujours des personnages avec des bottes, des pantoufles pour pas dessiner pour pas dessiner autre chose sur les pieds. Non, par contre, les dessins sont pas les plus moches, mais il y a toujours ces problèmes de proportion, surtout au niveau des torses, mais qui sont gigantesques. Et surtout, par contre, alors bon, le coloriste sait bien remplir derrière, mais c'est juste très vide, quoi, en fait. C'est Rob Liefeld, remarque. Voilà, c'est beaucoup de personnages de face avec des carapaces à la place d'omoplates et des gros biscottos et pas de pieds. Mais quelque part, est-ce que ça peut être quand même bien pour Archie d'essayer de moderniser un petit peu ces super-héros? Non, tu es pas d'accord? Bah si, mais Rob Liefeld ce n'est pas moderne. Bah le truc c'est que Rob Liefeld c'est modernisé mais avec 30 ans de retard, quoi. Donc c'est un petit peu moderne, j'en ai 90, donc plus moderne du coup. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que ça marche en fait. Non, je comprends pas. Enfin, je comprends. Enfin, si je comprends que. Bah ils veulent les relancer aussi au ciné. Enfin, le truc c'est que Rob Liefeld, ça reste le co-créateur de Deadpool aussi. Ça reste un nom qui reste encore très bankable, quoi que tu puisses en penser. Et ils ont clairement annoncé dans leur communiqué de presse que en mettant ce coup de projecteur sur la licence, l'idée c'est aussi d'attirer le chaland d'un mec en costard cravate avec un peu de bedaine en disant hey, j'aime le pognon et l'argent, dites donc, et qui va aller dire qui va aller signer un gros chèque pour une future adaptation du truc. C'est le plan, clairement ils l'ont annoncé, ils s'en cachent pas. Mais si, ils s'en cachent pas, ils l'ont dit dans le communiqué de presse Archie Comics. Ils ont dit que leur relaunch des Mighty Crusaders, c'est aussi dans le but d'apporter une vision pour aller sur d'autres médias après. Mais pourquoi pas? Mais parce que non. Et pourquoi pas? Parce que non. Good shit is all shit. Tu sais que Rob Liefeld, il a fait un truc qui a été adapté, c'est tout. Il n'y a pas non plus. Bah arrête, il y a le projet Prophète là. Ah, c'est vrai. D'adaptation. Tu ça, mon gars. Bah ouais. Avec Mark Guggenheim. Mais non, mais il suffit d'un truc pour t'apporter la gloire, et Deadpool, c'est clairement ça. Et je veux dire, Rob Liefeld, il a fait c'est par Deadpool qu'il a après, quand il est allé faire. Quand il est ensuite allé chez Image Comics, c'était par ça, c'était par son passage sur la New Mutants, sur la co-création de Deadpool et tout ça. Donc, quelque part, il suffit d'un bon truc. Bah oui, mais ce sera probablement pas ça. Youngblood, tout ça s'est pas fait tout seul, quoi. Non, mais enfin, les Youngbloods, mais c'est nul, les Youngbloods, mec. Les Youngbloods, c'est un plagiat des New X-Men. Oui, mais c'est... Rob Liefeld n'a rien créé d'original de sa vie. Deadpool, c'est un plagiat de Deathstroke et Spider-Man. La plupart de ces personnages, même Prophète, c'est un plagiat de Cable et compagnie. Enfin, le mec n'a jamais rien créé d'original, quoi. Enfin, c'est un nul. Bah oui, mais regarde, je sais pas. Alan Moore, il a repris des personnages à Steve Ditko, il a repris Swamp Thing qui n'est pas sa création. Arrête, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas un peu le même combat? Bah, je me casse. Il est vraiment parti. Non, écoute, voilà. Est-ce qu'un Alan Moore, c'est pas un Rob Liefeld qui a réussi? Non, allez, reprends le micro. Sois sage. Okay. non, mais bon, essayons de rester professionnels. Oui. Alors oui, bon, le plan recréons une équipe de super-héros en vue de les voir se faire adapter. Je pense que l'histoire récente nous a prouvé que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a eu des tonnes de projets d'adaptation qui ne se sont pas faits, d'autres qui ont donné des Bloodshot, d'autres qui ont donné des achats de droits. Bloodshot, c'est une suite. Hein. Oui, bah super. Quel bonheur. Yes. Mais voilà, ça s'est éclaté au box-office, j'ai envie de dire, oui. Il n'y a pas eu vraiment l'opportunité d'avoir un box-office. Même des personnages plus établis, je veux dire, tu parles dans la rue avec quelqu'un, tu lui dis c'est qui Harley Quinn, il te répondra, tu vois, il te dira qui c'est.
Tu lui dis qui sont les Mighty Crusaders. Oui, mais en France, oui, forcément, mais aux États-Unis, non, mais il y a un non. bug. Mais arrête tes conneries, mec. Tu te rends compte du nombre de super-héros qui existent sur Terre. Et il y en a beaucoup trop déjà. Et il y a que Marvel. En plus, il y a de moins en moins de studios à Hollywood. C'est parce qu'ils se rachètent tous entre eux. Qui va payer pour faire un univers partagé avec les Mighty Crusaders? Il n'y a pas d'autre équipe de super-héros plus connue que les Mighty Crusaders. Non, mais je sais pas. Enfin, non, ok, d'accord. Pardon. Allez-y, les gars. Non, mais déjà, voilà. Donc, je reviens à ça. Quand tu vois juste Birds of Prey, alors que c'est Harley Quinn quand même, ça n'a pas marché au niveau du box-office. Peut-être qu'on arrête d'essayer de viser tout le temps l'adaptation, quoi. Il y a peut-être d'autres projets d'adaptation et il faut arrêter peut-être aussi les films de super-héros à tout crin comme ça en tant que plan de... en tant que plan de sortie pour les comics qui ne marchent pas. Archie Comics, c'est Riverdale, c'est Sabrina, c'est Kaliki. Voilà, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Si, parce que justement, ils vont finir, toutes les trois vont se terminer, donc ils vont devoir non, mais ça va, poursuivre avec d'autres projets. Mais ils ont qu'à faire une série sur voilà. Salem. Voilà, une série animée Salem avec tu sais, genre un crossover avec Molang et Piu Piu, tu vois, par exemple, c'est intéressant. Les private jokes. Non, mais écoute, Rob Liefeld, c'est un gros naze. Les Mighty Crusaders, c'est poussiéreux, faut arrêter. Et Archie Comics, c'est de la merde. Non, mais vraiment, voilà, c'est pro. Il faut déjà Rob Liefeld, moi, franchement, j'ai du mal à comprendre un petit peu. Il parlera de moins en moins aux gens au fur et à mesure que le temps va passer, parce que cette génération qui a grandi avec son style va finir par, au bout d'un moment, arrêter d'acheter des comics. Ouais, j'allais juste par mourir, quoi, mais... oui, bah, c'est possible aussi, mais c'est quand même 30 balais, tu vois, depuis les Youngbloods. Puis les Youngbloods, c'était un succès. Oui, bah, les mecs qui avaient 20 ans et qui découvraient ça à 20 ans, ils en ont 50 maintenant, quoi. Donc, bah voilà, tu vois, donc au bout d'un moment, même eux vont peut-être arrêter de lire des comics ou peut-être pas forcément s'intéresser ou bifurquer vers les Mighty Crusaders juste parce que Rob Liefeld, faut quand même se le dire à un moment donné, c'est pas non plus tous des suivistes aveugles. Rob Liefeld, c'est quand même le mec qui escroque son lectorat avec ses Kickstarter foireux. Là, ces séries à lui, elles prennent toute la poussière. Et les Mighty Crusaders, effectivement, c'est une équipe qui a compté à une époque. Tu vois, il y a des personnages créés par Joe Simon, il y a des personnages créés par Jerry Siegel dedans, très bien, etc. Mais quitte à les relancer, moi je suis pas contre. Mais dans ce cas-là, ne pas forcément dire directement c'est pour faire un film. Ça pue le projet de commande. Qu'est-ce que ça va vraiment intéresser? Je comprends pas la logique. Les films de super-héros depuis 10 ans, à part Marvel et DC, est-ce que vraiment ça a marché? Est-ce que vraiment il y a d'autres projets qui ont réussi à trouver la lumière comme ça? Kick-Ass. Mais Kick-Ass, c'est antérieur encore à Marvel Studios quelque part. Et puis c'est le projet d'un auteur. Kingsman. Ça a donné que 2 films. Kick-Ass 2, ça s'est éclaté. Hein. Kingsman. C'est pas des super-héros. Non, mais je te dis, regarde vraiment les 10 dernières années. Alors t'as eu des films, des direct to DVD et compagnie, mais enfin, il faut arrêter de compter là-dessus, quoi. C'est tout ce que je dis. Et justement, Archie qui a réussi à percer avec Sabrina et Riverdale, quoi qu'on veuille en dire, ça a marché, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement. Ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi se dire on a des super-héros, c'est la mode des films de super-héros? Mais attendez, ça fait 10 ans qu'elle est passée, la mode des films de super-héros. Mais elle n'a jamais fini, cette les mode. gros acteurs se sont installés et ils développent des produits dans un univers qui est cloisonné. Je suis pas d'accord, elle n'est pas du tout finie, hein, la mode. Toi, tu vois bien avec tout ce qui a été annoncé la semaine dernière par Marvel Studios qu'elle est loin d'être finie. Hein. Pour Marvel Studios. Mais est-ce que tu vois, je sais pas moi, prenons une équipe de super-héros d'un autre éditeur, je sais pas. D'ailleurs, du coup, j'ai pas d'idée là, du coup, c'est génial. Ouais. Mais voilà, prenons un autre éditeur. Bah tiens, le projet de Paramount d'adapter les comics de Martin Goodman. Tu sais, il y avait un peu. Ah, les trucs Atlas Comics là. C'est ça. Ouais, ou le projet Aspen, tu vois, qui devait aussi être fait. Non, oui, mais non, par mais attends. Marvel Studios, tu vois, on n'entend pas parler. Ça ne jaillit pas de terre. Archie a plus d'importance que Aspen ou que. Mais pas les Mighty Crusaders. Pas les Mighty Crusaders. Ok, j'ai entendu. Tu ne veux pas de film les Mighty Crusaders. Non, mais c'est pas que je veux pas. Je pense pas que ça se fera. Et Rob Liefeld, est-ce que vraiment toi, parce que là, du coup, je passe pour le méchant. Est-ce que t'es content, toi? Tu comptes la lire la série? Non. Voilà. Mais je suis intéressé par ce qui se fait. Je suis intéressé de voir Archie Comics. J'aimerais bien savoir quel est le ressenti des ricains sur Rob Liefeld en fait, de façon plus générale. Je pense que c'est très divisé, mais tu sais, Rob Liefeld, même au sein de l'industrie, il a été foutu à la porte des Image Comics par ses potes parce qu'il savait pas gérer un budget. Il a failli se prendre des procès pour plagiat parce qu'il a ouvertement scanné des pages et recopié des dessins d'autres artistes qui étaient là avant lui, notamment des X-Men. Tous ces personnages, c'est des plagiats d'autres personnages. Enfin, c'est même parfois aberrant. Même Deadpool, il l'a cloné lui-même en plusieurs fois. Je sais vraiment pas si, en se penchant sur le dossier Rob Liefeld, au-delà du côté dessin, parce qu'effectivement chacun ses goûts, on puisse vraiment dire, mais les meilleures séries de Rob Liefeld, c'est pas lui qui les a faites, tu vois, c'est Suprême d'Alan Moore, c'est voilà, effectivement, il y a un lien entre les deux, c'est ça qui est rigolo. Il y a la récente série Prophet qui était du coup un remake du personnage original, mais dans un contexte complètement différent. Et c'est ça qu'il faut, il faut des nouvelles visions. Et prenez James Tocco dans ce cas-là pour faire justement des Mighty Crusaders. Prenez des mecs ou Daniel Warren Johnson, des mecs qui justement ont un style, une patte, qui sont encore pas trop chers entre guillemets,
et qui peuvent créer un vrai phénomène d'édition. Mais je veux dire, Black Hammer de Jeff Lemire, c'est pas juste parce que c'est des super-héros, non, c'est parce que c'est Jeff Lemire quand tu le lis, tu vois. Et je vois pas à quoi Archie joue. Et là, vraiment, je trouve qu'ils sont sur une mauvaise pente éditoriale, mais depuis quelques années, hein, en fait, depuis que Roberto Aguirre Sacasa s'est cassé. Pas mal. Et typiquement, finissez. Non, mais Messi cassé. non, mais tu vois, finissez déjà les séries qui vous ont remis le pied à l'étrier. Finissez le putain d'Afterlife, finissez Chilling. Là, vous n'avez plus d'excuses en plus parce que le mec va forcément devoir. Bah non, parce qu'il fait un remake de je sais plus quelle série. De True Blood. Ouais, il fait un remake de True Blood. Ça va être génial, ça. Ouais. True Blood en musical, trop bien, super. Bref, bon, voilà, arrêtons de nous énerver. Yes, et passons à la dernière actu comics avec Mark Millar qui tease ses prochains projets pour 2021 et 2022 avec des noms ronflants, clairement. Vous allez voir, je vais les dire, et Corentin va ronfler tellement ils sont ronflants. Quel humour, décidément. Frank Quitely, Olivier Coipel, Matteo Scalera, Tommy Lee Edwards, il est incroyable. Travis Charest quand même, Karl Karch, Stuart Timonen, Gigi Cavenago et Matteo Buffani. Donc on sait sur certains projets ce que ça peut être possiblement Olivier Coipel. On sait qu'il a dit qu'il revenait du coup pour The Magic Order Volume 2. D'ailleurs, Millar tease déjà le 3 et le 4, mais on sait déjà qu'il y en avait 5 en tout prévu, donc pas trop de surprises là-dessus. Frank Quitely, on sait qu'il y a Jupiter's Requiem qui a été écrit, c'est 10 numéros. Mark Millar, dans ce même post, dit le premier de ces titres arrivera 4 semaines après le début de Jupiter's Legacy sur Netflix. Honnêtement, s'ils annoncent Jupiter's Requiem avec Frank Quitely de nouveau, je serais pas du tout surpris non plus. Moi non plus. Ça serait assez évident, et pour le coup ce serait cool. Tout à fait. Et Matteo Scalera, j'imagine là de façon très triviale un deuxième volume de son Space Bandit. Par contre, effectivement, pour tous les autres artistes, pour l'instant on reste sur l'expectative. Travis Charest, ça fait longtemps qu'il a pu dessiner en intérieur, en régulier. Donc, oui, ça fait un petit moment, oui. Mais Karl Kirsch, pareil. Enfin, Karl Kirsch, il était sur Isola. Avec Brandon Fletcher, donc il bosse bien. Ok, bah ouais, ça reste effectivement de jolis noms. Quelque part, c'est cool de voir que du coup, on n'arrive pas nous-mêmes à situer, donc ça veut dire que Mark Millar va continuer à ne pas faire que des suites entre guillemets et créer de nouvelles séries régulièrement. Même si faut savoir si ça va arriver à chaque fois à dépasser le simple concept sur 6 numéros. Ça sera toujours le même problème, ça. On sait que Jupiter's non, et quelque part justement le fait de faire des suites comme Magic Order 2 ou Space Bandits 2 va un peu l'obliger à sortir les doigts, parce qu'une fois que t'as présenté ton pitch et que Hollywood est prêt à l'adapter, il faut quand même continuer à raconter une histoire, donc ça peut être l'occasion de s'amuser un peu. Ou alors ce sera juste des pitchs pour des numéros 2, tu vois, des films, de deuxième film, tu vois, genre, vous avez fait le numéro 1, le numéro 2. Mais c'est cool de voir qu'effectivement le mec continue à bosser. Après, je sais pas, j'ai un peu du mal à m'enthousiasmer pour... je suis super négatif aujourd'hui. Toujours. J'ai du mal à m'enthousiasmer pour Mark Millar, parce qu'effectivement, à part Jupiter's Legacy, je trouve que ces dernières années, même Space Bandits, heureusement que Scalera revient. Parce que si ça avait été un autre artiste comme pour Chrononauts 2, ça ne m'aurait vraiment pas intéressé. Je veux dire, l'univers de Space Bandits, il n'a d'intéressant que le trait de Matteo Scalera. Donc voilà, à voir. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute là-dessus? On sait rien. Non, c'est juste pour voir sur l'effet d'annonce un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a quand même des noms qui sont super intéressants à voir là-dessus. Donc, bien sûr, il faudra toujours espérer que ce soit le Mark Millar des bonjours. Tu sais, c'est le Mark Millar qui arrive, qui dit bonjour. Et du coup, voilà, c'est le Mark Millar des bonjours. J'adore, c'est super. Voilà. Et du coup, il veut de nouveau s'en aller parce que on fera un podcast sur pourquoi Corentin ne comprend pas l'humour absurde. Voilà, ne se représente jamais des trucs, des expressions. C'est pas l'humour absurde, c'est un jeu de mots pourri. Mais c'est pas un jeu de mots, c'est se représenter au premier degré une expression, et du coup, c'est souvent très très marrant. Continue, enchaîne, je t'en prie. C'est très très marrant. D'ailleurs, vous pouvez mettre Arnaud Rigolo toujours sur les réseaux sociaux si vous validez ce postulat. Elle est longue cette année quand même. Et du coup, on a fini cette partie comics. Ça fait plaisir hein, quand même de nouveau une heure et demie, une heure et quart à parler de comics. Voilà, c'est très bien. C'est une émission qui va pas aller plus très très loin de toute façon vu les sujets qu'on a encore à aborder. On a vu dans la partie et l'ambiance générale. C'est ça. Très sérieuse aujourd'hui. J'ai clairement pas envie de continuer à te parler. Je pense que les vacances nous feront du bien. Allez Arnaud. Tous les deux, oui. C'est vrai qu'on a commencé ce podcast avec ce genre de choses. C'était de toute façon très mal barré. Surtout que tu sais que, en plus, les gens écoutent souvent ce podcast quand il sort quand je les upload à 6h du matin. Donc là, j'imagine ces gens qui vont se réveiller et qui vont avoir le performance dans les oreilles. Quelle heure pluie. Et de connards qui se marrent pendant 2 plombs. Et merci pour vos soutiens sur Tipeee. Allez, on passe donc à la série télé avec juste un
petit mot, un seul, sur le trailer de Resident Alien qui a été dévoilé, donc qui arrive fin janvier sur Sci-Fi avec Alan Tudyk dans le rôle d'un extraterrestre qui s'est craché sur Terre, qui prend la place d'un docteur qui vit reclus pour essayer de trouver une façon de repartir chez lui, sauf qu'un jour le médecin de la ville qui est un peu en contrebas meurt, et donc c'est lui que l'on vient dépêcher pour mener les enquêtes. Donc adaptation sous forme de procédurale visiblement au vu du trailer, mais loufoque, un croisement de Twin Peaks mais avec un alien, et rigolo du coup. Ça a l'air plutôt fun. Moi en tout cas, Alan Tudyk qui fait le con, ça me fait toujours vraiment marrer, donc je suis carrément client de cette adaptation, donc d'un comics qui a été publié chez Dark Horse si je ne m'abuse, et dont un deuxième volume a commencé sa publication en VO justement pour aborder... C'est Steve Parkhouse aussi, non? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Comme la Bob Jeffries saga. Exactement. Les connexions se font. Oui. Cool. C'était effectivement un petit mot, et on peut passer... Non, en fait, ça me fait penser à iZombie. Moi, dans en fait, le côté... Ouais, mais ils ont bien du coup. Comique basé sur une BD qui n'a rien à voir avec ça. Et alors à la fois, j'ai envie de dire que vu que personne ne l'a lu, encore une fois, à part moi sur Terre, je vais être le seul un petit peu à dire ouais, c'est pas comme ça dans la BD. Mais effectivement, Alan Tudyk, en tout cas, ça fait très sci-fi. De toute façon, le côté extraterrestre, la chaîne sci-fi, je veux dire, extraterrestre qui mène des enquêtes avec un acteur rigolo et populaire en plus dans le rôle principal, pourquoi pas. J'aime bien le costume d'Alien qu'ils lui ont fait. Je trouve ça effectivement un peu dommage de pas avoir assumé l'origine Twin Peaks du truc. Mais encore, si ça permet à la BD d'être découverte par des gens et à Alan Tudyk de manger, très bien. Ouais, sachant qu'à côté, tu sais, il y a la chaîne FX qui a annoncé l'adaptation d'un comic book assez récent qui s'appelle Weird, qui est vraiment exactement la même chose, mais juste j'ai l'impression en mode premier degré, puisque Weird, en fait, c'est un mec qu'on appelle, que le FBI, enfin que le gouvernement américain, dès qu'il s'agit d'enquêter sur des phénomènes paranormaux, qui est ultra fort là-dedans, une sorte de one-man army, one-man détective, quoi. Et le twist, en fait, de la BD, c'est qu'en fait, on découvre que c'est un extraterrestre qui a été abandonné par ses pairs. Tu viens de spoiler non, mais c'est pas un spoiler, parce que c'est... parce que, en fait... Non, j'ai pas spoilé. Putain, je n'ai pas spoilé parce que un monstre. Parce que le pitch de FX pour la série télé, c'est clairement, ils le disent, c'est un extraterrestre. Alors en fait, ils retournent un peu le twist donc FX spoil le comics. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, du coup, c'est exactement la même chose, quoi. C'est un extraterrestre qui mène des enquêtes. Je me pose la question, est-ce que ça s'est pas déjà vu avant? Si, parce que attends, Fringe, non, c'était Roswell, pas ça. KLXY, je sais pas. Ouais, je sais plus. Ouais, il y avait des trucs comme ça un petit peu. Voilà. Donc voilà, non, mais voilà, ça arrivera donc en janvier 2021 sur Sci-Fi. Je pense qu'on en reparlera quand même un petit peu sur First Print, puisque c'est une adaptation. Oui. Si, c'est une adaptation de comics. Donc Corentin, on va en parler, que tu le veuilles ou non, et on va terminer. Tu lises les BD alors? Oui. Mais je le ferai. Ok. Je le ferai. Ok. C'est ma bonne résolution de l'année 2021. Je vais lire tout ce que tu me dis de lire. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Tout ce pouvoir. Incroyable. Et on fera donc des lives sur Twitch où je lis des BD. Ça va être incroyable. Vraiment, vous n'avez pas idée de ce qui vous attend pour 2021. Le mec qui tourne les pages. Ouais. Oh. Waouh. Incroyable. Page 22. Allez, on termine avec la partie cinéma. 3 petites actualités aussi à détailler comme ça, mais rapidement. Dans un premier temps, Green Hornet et Kato, qui se trouve le scénariste David Koepp. Tu dis Koepp? Ouais, Koepp. K-O-2. Koepp, ouais, je sais pas. Koepp. On va voir en tout cas le scénariste de Jurassic Park. Plutôt. Et Jurassic Park 2. Plutôt sympa, non? Très sympa, très sympa. Après, il a... Alors j'ai regardé ça tout à l'heure sur Wikipédia, il a pas fait que des chefs-d'œuvre récemment. Non plus, oui. Oui, non, récemment, oui, par contre, oui. Mais il a fait plein de le reboot de la momie, je crois. Bon, il était pas tout seul, après il y a Kurtzman dessus, donc c'est vrai. Un peu difficilement. Et puis Roberto Orci. Des mecs très talentueux. C'est un peu les Rob Liefeld du cinéma. Mais on pourrait effectivement se dire que c'est une bonne chose, parce que quand même, Koepp, il a travaillé avec Spielberg, pas que d'ailleurs sur Jurassic Park, il a aussi fait La Guerre des Mondes avec Tom Cruise qui crie sur les gens. Ah, Covid. Mais du coup, ouais, cool. Le projet est en développement depuis cette année, je crois. Ouais. On en avait entendu parler au printemps dernier de mémoire. Voilà, qui a priori mettra plus le personnage de Kato en avant, ce qui est plutôt intéressant parce que généralement c'est un peu le sidekick relativement secondaire du Green Hornet. D'ailleurs en Asie, la série de Green Hornet est appelée le Kato Show. Parce que justement, eux, ils préfèrent la version asiatique qui était jouée à l'époque par Bruce Lee, qui était un petit peu son premier rôle d'importance aux États-Unis. Moi je suis assez impatient effectivement de voir une lecture un peu premier degré du Green Hornet par rapport à la version de Michel Gondry qui était une vraie comédie à la Seth Rogen avec des blagues de mecs qui fument beaucoup de bédo, etc. Quelque part lui parfois la Tortue Ninja, donc les connexions se font. Ouais. Non, toujours assez impatient. Effectivement, il faut voir du coup si c'est le David Koepp des grandes heures ou le David Koepp des petites heures. Je sais pas qui réalise par contre.
Je ne sais plus si Ils n'ont c'est pas embauché encore officialisé. Je sais pas, meuble un petit peu pendant que je D'accord. vérifie Du coup, le Green information. Knight, pour ceux qui ne voient pas, c'est donc un justicier de pulp, en fait, donc de feuilleton radio et de detective story qui apparaît un petit peu avant Batman, en 36, je crois, et qui, en fait, c'est le modèle de Batman. C'est un justicier qui n'a pas de pouvoir, mais qui a des gadgets, une belle bagnole et des flingues, qui a un sidekick qui maîtrise le kung-fu, qui rend la justice dans une ville aux mains des criminels, mafieux, de toutes sortes et compagnie. Donc il y a eu plusieurs versions en comics, qui est un petit peu maintenant considéré comme un des grands-pères du comics de super-héros traditionnel avec le Shadow, et qui s'appelle Brit Reed d'ailleurs, et effectivement qui a du coup donné lieu à plein d'adaptations, alors principalement du coup effectivement en BD, parce qu'au départ c'est pas un personnage de BD, et qui avait du coup eu droit à un film en 2011 avec Gondry et Seth Rogen, et aussi Cameron Diaz, qui était de triste mémoire, mais quelque part qui s'intègre bien dans la filmographie de Rogen pour laisser comédie un peu de grands enfants. Maintenant, on voit justement que Hollywood avait essayé de ramener Doc Savage aussi avec Shane Black à une époque, et que cette mode un peu de la science-fiction pulp, qui peut-être découle aussi des Gardiens de la Galaxie ou de Thor Ragnarok, n'arrive pas vraiment à prendre, mais ce projet-là du coup survit un peu parmi les autres dans le côté faisons du pulp moderne, a priori avec des moyens, et pour mettre en avant les premiers entre guillemets héros asiatiques de la culture populaire américaine, puisque c'est vrai que Kato, certes c'est un sidekick, mais c'était l'un des rares personnages entre guillemets positifs d'origine asiatique par rapport notamment à Fu Manchu, etc., dans l'entre-deux-guerres. C'est là pour le coup c'est cool de le ramener, et puis comme en plus ça a créé la légende de Bruce Lee, il y a une importance symbolique à le mettre en avant maintenant. Ouais, il n'y a pas de réalisateur prévu pour l'instant, ni de réalisatrice. J'ai bien meublé quand même. C'était très bien, très bonne explication du truc. Donc voilà, on attend d'avoir des avancées du projet, mais disons que c'est quand même depuis l'annonce initiale à ce printemps-là, c'est la première annonce d'avancée majeure sur le projet, et qui montre que l'ambition est d'aller assez rapidement. Du coup, c'est pas de... C'est vraiment de faire une relance assez... entre Shang-Chi et... Il n'y a pas une série CW avec un personnage asiatique, remarque, non. En fait, c'est encore un truc qui leur manque, ça. Mais quelque part, du coup, ils essayent petit à petit aussi, parce qu'on même en animation, tu sais, t'as le prochain Batman, Soul of the Dragon, qui a quand même une ambiance très kung-fu. Qui pareil, qui est très un hommage au début de Bruce Lee dans les années 70, quand... il y a carrément Bruce Lee dedans, en fait, le personnage qui est dedans. Richard Dragon, qui n'a absolument rien à voir avec le personnage de la BD. Mais ils se sont dit, maintenant, il est asiatique. Non, c'est un rouquin et tout. Non, il est asiatique. Ta gueule. C'est vrai que le problème des roues dans les adaptations de DC... C'est vrai que les roues, en général, ne survivent pas au matériel d'adaptation. Il y a un racisme anti-roux. Ouais, on le dit souvent, on sait pas pourquoi, mais ça arrive. Bref, très bonne nouvelle du côté du cinéma d'animation, justement, c'est Daniel Pemberton qui signe son retour pour la bande-son de Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Très bien. Ouais, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de... Non, c'était Oscar, non, c'est pas Oscar. Il n'a pas gagné l'Oscar. Non, il n'a pas gagné l'Oscar. Il aurait dû gagner l'Oscar. Oh, il aurait pu carrément. Et dû aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment Pemberton a travaillé sur ce film, mais comme d'autres, il y avait une super émission de The Annotator qui revenait un petit peu sur son travail général de compositeur, qui est un podcast qui invite des compositeurs pour leur laisser l'occasion de décrire un petit peu les musiques qu'ils ont composées. Et vous aviez aussi des petits making-of où il expliquait comment est-ce qu'il avait travaillé. Donc en fait, il faisait enregistrer la musique, ils ont enregistré la musique, puis il prenait la piste enregistrée, il la gravait sur un vinyle, et il invitait un DJ qui scratchait en fait justement avec les vinyles qui avaient été composés par un orchestre symphonique ou un orchestre industriel, et après ça il rajoutait des effets, etc., ce qui donne justement cette sensibilité super hip-hop et super action qui colle très bien avec Miles, évidemment. Après évidemment la musique de Spider-Verse, on s'en souvient aussi pour ses singles, pour ses morceaux qui ont été composés ou ajoutés, comme voilà. C'est ça, disons que tu as la bande originale composée par Pemberton et un album, donc une tracklist montée par différents artistes avec le label de Sony, quoi. Et la bande son correspond exactement à l'esprit des animateurs, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail composite qui mélange différentes techniques. Et sonorité épique du film de super-héros avec des sonorités plus urbaines, plus hip-hop. Et puis un travail vraiment exceptionnel. Et Pemberton qui est un mec qui vraiment va marquer comme Hans Zimmer ou John Williams, parce que plus le mec avance, même sur les films très mauvais qu'il a fait, les films moyens comme le King Arthur par exemple, son travail musical et ce qui a marqué tout le monde à ce moment-là. Extraordinaire bande son aussi, donc c'est toujours cool de tu sais, là en plus c'est un peu on prend les mêmes, on recommence, tu vois, c'est quelque part tant mieux, mais quand tu sais que le travail a été hyper bien fait, là effectivement. Exactement. Moi je me remets souvent juste son thème de Prowler sur non mais
trop bien. Il est très 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 bien. Enfin, il y a tout la musique quand il veut s'entraîner à sauter la première fois. Tu sais, ce thème, il y en a qui l'ont fait sur YouTube de faire une boucle de 4 heures de ce thème-là parce qu'il est juste trop bien. Et la chanson dure qu'une minute, c'est beaucoup trop court et du coup voilà. Bref, j'adore l'OST de Pemberton. Et tu pleures en écoutant What's Up Danger. Non, en regardant la scène aussi qui va parce que faut l'ensemble là. Mais c'est incroyable ce passage. Ça met les chills comme on dit. Et on va terminer ce podcast avec une petite news sur la Snyder Cut. Comment ne pas finir l'année sans elle? Non, bah voilà, qui sort a priori en mars 2021 selon les déclarations du réalisateur lui-même qui répondait aux commentaires d'un internaute qui disait, qui parlait de Joss Whedon et Zack Snyder qui lui dit j'espère que tu oublieras tout ce que tu as vu avec ce que tu verras en mars 2021. J'espère que j'arriverai à la rayer de l'existence entre guillemets. Ouais, non, c'est ça. Bah, j'espère que tu oublieras tout ce que tu as vu. C'est ça. Et a priori, donc, très sympathique, Joss Whedon, c'est le bon bouc émissaire en plus, tu sais, avec l'espèce d'enquête bizarre là, de Warner, avec Ray Fisher. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Non, là-dessus, non, mais sinon, surtout qu'on s'attendait peut-être un petit peu, mais à l'instar de son BVS Ultimate Cut, ce sera une Justice League Rated R. Sûrement pour l'intensité de l'action. C'est pas vraiment que ça va être sanglant parce que BVS ne l'était pas forcément plus que ça, mais parce que c'était quand même très brosson, très, très lourd et que pour des gamins, c'est peut-être un peu chiant à digérer. Et voilà, et a priori, on a Batman qui va lâcher la fameuse F-bombe qui est donc, il va dire fuck fuck Nightwing pour répondre à ta question. C'est ça. Batman, non, donc voilà, bon, après, c'est toujours des déclarations qui sont un peu. Qui personnellement je trouve en tout cas ce délire de mentionner que Batman Defog, je trouve que c'est toujours dans cette pseudo maturité en disant ouais, moi mes films c'est pas pour les gamins, c'est pas des Marvel riches, je sais pas quoi, et je trouve que ça le dessert clairement de le placer, même si on lui a pas demandé de le faire, tu vois, c'est lui qui décide consciemment de le faire et c'est en réponse à une question dans une interview, donc on lui a pas poussé à dire dans un TV spot genre hey kids, do you like movies for adults? So watch Justice League, the Snyder Cut. Tu vois, on lui a pas demandé de faire ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, même s'il voulait dire que son truc sera sûrement rated R, il y avait peut-être d'autres façons de le placer de façon un peu plus intelligente, justement pour dire ouais, c'est un film où on est quand même avec Steppenwolf qui est un méchant très dur, très machin, donc ça fait être brosson, c'est intense, donc c'est pas pour les plus jeunes par exemple, tu vois, t'es pas obligé parce que là ça fait argumentation un petit peu d'ado, quoi, tu vois, d'ado énervé, et je pense qu'il a quand même autre chose à vendre avec ce projet, je trouve, mais voilà. Oui, enfin. Mais en fait, plus le temps passe, et plus c'est plus le temps passe, et plus les choses ont changé. Ouais. Qui aurait pu s'imaginer que la Snyder Cut sortirait? Voilà. Donc, ça marche. Voilà, c'est Arnaud rigolo. Oui. Donc, non, au-delà de ça, c'est vraiment, voilà, je commence à en avoir plein les pattes, à la fois du culte envers Snyder, à la fois de la détestation envers. Tout m'énerve. Voilà, c'est pas compliqué, tout m'énerve. Non, mais là, il s'agit pas d'énerver ou de. Ça sort les pires défauts de l'être humain. Là, quelque part, c'est pareil. Moi, j'ai pas besoin que Batman This Fuck, j'ai pas non plus besoin que ce soit hyper brosson. Je veux juste voir ce putain de film, qu'on en finisse et qu'on passe à autre chose. Bah bientôt, hein, d'ici 3 mois. Voilà. Et après, ensuite, on pourra parler des vrais films comme The Batman, etc. Donc, moi, très clairement, au moins, je suis content que ça sorte vite pour que ce débat-là soit réglé. Et je sens qu'on va avoir ensuite des semaines et des semaines sur Twitter où les mecs vont dire « Vous avez vu comment c'était vachement mieux, etc. » Je suis un espèce de gros connard. Mais vraiment, moi, c'est pas ce qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus le fait de dire « On veut la suite, en fait. » C'est plus ça. C'est qu'en fait, ça ne finisse pas, que ça permette pas d'exorciser un peu le démon et qu'au final, ça relance encore plus quelque chose de la part des gens qui diront « Ah ouais, mais du coup, maintenant, il faut faire Justice League 2 ou je sais pas quoi. » Après, lui, a priori, il a d'autres projets. Il a son univers de zombies chez Netflix, là. Donc, on verra bien. Mais très sincèrement, pareil, la communication sur Vero et puis le côté de Joss Whedon, on lui fait la guerre et tout. Enfin, Joss Whedon, on l'a déjà dit, évidemment, qu'il était pas très content de faire ce travail-là parce que Joss Whedon est en dépression nerveuse depuis des années. Enfin, il a fait un burn-out créatif après Avengers Age of Ultron. Il a rien fait depuis. Là, il y en a qui commencent à s'imaginer qu'il a été viré de HBO suite à l'enquête et compagnie. Enfin, j'ai vraiment du mal à croire que ce soit le cas. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais même ça, tu vois, enfin, est-ce que vraiment ça vaut le coup de lui faire une fin de carrière juste parce qu'il a un peu aboyé sur les acteurs pendant le tournage? Je sais pas. Je trouve ça un peu exagéré. Et voilà. Et puis même le fait que Warner Bros s'en sorte finalement, tout va bien, tranquille. Warner Bros, ils ont rien fait de mal, etc. Le méchant, c'est Joss Whedon. Enfin, et puis les fans sont apparemment d'accord avec cette rhétorique-là au lieu justement d'en vouloir aux mecs qui l'ont viré. Donc voilà, par rapport à l'enquête, ça me fatigue. Et en tout cas, rated R ou pas, ça a peu d'importance. Pour moi, le but, c'est juste que le film sorte et qu'ensuite, on puisse passer à autre chose.
bien, on verra si 2021 sera l'année du passage à autre chose concernant ce sujet. Oui. Et en attendant, on va simplement conclure ce podcast. Oui. Et donc, on espère... On a conclu. Oui. Voilà, c'est de nouveau moi. On espère que comment j'arrive à le trigger direct, il me suit dans le truc. On espère que cette émission qui vous a été extirpée des limbes du temps vous aura plu. Le Tipeee est toujours ouvert, même si des siècles ont passé. Dans le futur, voilà. Non, bref, on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours, commentaires sur les réseaux sociaux et sur la news de Tipeee qui sera créée à cette occasion. N'oubliez pas surtout aussi que les partages, c'est la meilleure façon de contribuer à la vie du podcast également. Et voilà, on continue le calendrier de l'Avent pour les quelques jours qui restent. Oui. Il y aura une petite surprise peut-être pour Noël, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et puis, de toute façon, on continuera à se voir, en tout cas... On est déjà après Noël, là, non? Non, mais non, là, on est... à l'heure où on met... Je m'y perds. Non, voilà. La continuité n'a aucun sens. Exactement. C'est un peu notre infinite frontière à nous. Mais voilà, on vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, un joyeux Noël. Peut-être qu'on se reverra. On enregistrera sûrement l'une ou l'autre truc entre Noël et Nouvel An. Donc c'est à ce moment-là qu'on vous souhaitera une nouvelle année. Mais en tout cas, merci d'être avec nous encore. Joyeux Noël. Oui. Et à très bientôt. Salut. Salut.